Bonsoir, avec une image qui va arriver, je l'espère. C'est inquiétant qu'elle n'arrive pas. Bon, si elle n'arrive pas, elle arrive, formidable. Bonsoir à chacun d'entre vous, bonsoir à ceux qui nous écoutent. Ils sont assez nombreux par les réseaux sociaux ou sur le compte Facebook de la ville ou sur YouTube. Bonjour à la presse, bonjour à ceux qui nous rejoignent in live, et je pense notamment aux fonctionnaires de la ville, et évidemment à la police municipale qui est là, à ceux qui entretiennent ce gymnase Alphonse Allais qui est en parfait état, à ceux qui retransmettent également, et qu'on remerciera également pour la retransmission des vœux du maire, et bonjour évidemment à toutes les conseillères municipales et les conseillers municipaux, avec pour Béatrice de Boissy un sentiment particulier qui est celui de fêter son anniversaire, qui probablement peut avoir d'autres endroits pour souffler des bougies qu'un conseil municipal. Nous allons désigner un secrétaire de séance, approuver le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2021 pour son anniversaire. C'est un cadeau. Parler de quelques informations générales, faire un compte-rendu des délégations du maire, parler du soutien à Animania qui va s'exprimer de deux manières, par une subvention. Je rapporterai, Christian Avolé nous parlera de l'aménagement du parking Animania, un grand moment que vous attendez, qui verra le ténor du conseil municipal, Jean-Jacques Coquelet, entonner l'air du budget primitif, puis ensuite continuer sur de la pluriannualité des AP et des CP, et puis une éducation Catherine Duvalet qui sort du bureau du président du conseil général, qui n'était pas là néanmoins, c'est pas compromettant, pourra parler des projets spécifiques des écoles, peut-être dire un mot également de la carte scolaire. Béatrice de Boissy, encore elle, sur l'atelier Canopée de l'Eure, un avenant à la convention de renouvellement urbain et qui demandera une autorisation de conseil municipal. Dominique Legault parlera de la sécurisation des voiries, que je cherche, Dominique, et que je vois. C'est une convention avec la communauté d'agglomération Seine-Heure. Et puis Stéphanie Rousselin parlera de l'installation d'une station de recharge pour véhicules électriques, tandis qu'on évoquera l'achat d'un terrain de l'EPFN, que Jacques Le Cerf parlera de toponymie sur une proposition de Catherine Bataille, si je me rappelle bien, qui l'a emporté, et que Patrick Gressant parlera de convention de groupement de commandes relative à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Enfin, nous terminerons, comme c'est classique, par le tableau des effectifs. Mais auparavant, je dois faire l'appel, en ayant permis à chacun de nous rejoindre. Catherine Duvalet, Jean-Jacques Coquelet, présent. Stéphanie Rousselin, présente. Dominique Legault, présent. Fadila Benamara, qu'on salue, m'a donné pouvoir, et je la remercie. Christian Avolé, présent. Rachida Dordain, Benoît Balu, Marilyn Deslandes, présent. Nabil Goul, Inchi Al-Tountas, la Sénaïd Baba, Grassou Bassou a donné pouvoir à Catherine Duvalet, oui, qui de coup ne peut pas dire, pardon, Benjamin Marc, Christophe Coplot, Jacques Le Cerf, présent. Ousmane Diaye, Jeanne Pouet, Béatrice de Boissy, présente. Catherine Bataille, Baptiste Godefroy, Patrick Gressant, présent. Sandra Ternisien donne pouvoir à Stéphanie Rousselin, Marc Guillon donne pouvoir à Aurélie Lefebvre, Géraldine Dejoncourt donne pouvoir à Marilyn Deslandes, Daniel Gassa, Tania Goutte, Aurélie Lefebvre, Ayoub Sabiri qui donne pouvoir à la Sénaïd Baba, Anne-Cécile Vincent, dont on souhaite également la convalescence, a donné pouvoir à Jeanne Pouet, Vanessa Mansoaka Massala a donné pouvoir à Nabil Goul. William Thierry, présent. Merci. Il faut désigner un secrétaire de séance. Sur la proposition de Jean-Jacques Coquelet, je demande à Béatrice de Boissy si elle accepte cette redoutable responsabilité, dont Jean-Jacques nous a dit qu'elle était également un cadeau. Nous passons à l'approbation du projet. C'est un cadeau qu'on ne peut pas revendre sur le Bon Coin ou sur Vintage ou je ne sais pas quoi. Vous avez la flotte des voitures, des voitures électriques de la commune qui recouvre le procès-verbal de la séance du mardi 14 décembre 2021. Y a-t-il des corrections à y apporter? Je n'en vois pas et je vous remercie. On passe aux informations générales. Saluer deux personnes. La première, il s'agit de Mathilde Corangui, qu'on connaît, qui est l'épouse d'Anthony Corangui. Vous l'avez vu probablement dans les journaux. C'est elle qui, sur son chemin se rendant au centre commercial des Falaises, avec son fils James, a vu un accident et a immédiatement apporté de l'aide à une victime. Elle a dit, elle a raconté qu'elle n'avait pas été aidée par beaucoup de gens. Elle a raconté
que les gestes qui sauvent étaient connus par peu de gens, qu'il était donc nécessaire de diffuser davantage encore ces cours de secourisme. Elle a dit et elle a regretté que le 115, je ne me trompe pas, hein, c'est ça, hein, 112, merde, pardon. 112. Attends, 115, c'est quoi? Hébergement d'urgence. Ah oui, c'est que le 112 ne soit pas aussi, c'est pas très bon. Moi, je connais le 17 qui était la police autrefois, mais le 112 ne soit pas aussi bien connu. Donc le 112 pour appeler les secours, le 112. Voilà les trois choses qu'elle a regrettées. Je voudrais remercier Mathilde Corangui du travail qu'elle a fait, enfin du travail du geste qu'elle a pu avoir. La deuxième personne que je voudrais remercier, c'est une amie de la ville. Qui est pratiquement partie, qui va faire ses adieux musicaux de manière quasi définitive le 8 février, qui va rejoindre un poste de sous-directrice du numérique au ministère de l'Intérieur. C'est Virginie Sénérouquier, sous-préfète, qui n'a jamais caché qu'un poste de territorial, comme on dit, était non pas une parenthèse, ça a été une longue parenthèse, une parenthèse profitable dans sa vie, mais était un épisode, et qu'elle était une femme de gestion, d'administration centrale, de services, d'organigrammes, dans lequel je crois qu'elle réussit très bien, dans lequel elle se plaît beaucoup, même si elle ne sait plus beaucoup chez nous dans ce poste-là, plus d'autorité, de représentation et territoriale. Mais donc, elle a été nommée, vous avez des conseils des ministres à ses responsabilités qui sont importantes, puisqu'elle va être aux ressources, budget, moyens humains de toute l'évolution numérique du ministère de l'Intérieur, collectivités locales et police, j'imagine. Et donc, c'est une redoutable responsabilité. Il n'empêche qu'elle avait été pour nous, non pas très favorable, il ne s'agit pas d'être favorable, mais très bienveillante, très amicale, très au fait de nos sujets. Je pense que toutes celles qui s'intéressent au social, à l'éducatif, avaient trouvé en elle une vraie interlocutrice, que ceux qui s'occupaient de sécurité avaient vu quelqu'un de très sérieux et de très solide, que ceux qui s'occupaient de renouvellement urbain avaient vu quelqu'un de tout à fait passionné. Elle m'a dit avec beaucoup de gentillesse qu'elle saluait nos fonctionnaires, le directeur général des services en premier, et peut-être également M. Toutain, et qu'elle passerait d'ailleurs leur adresser un amical bonjour, m'a-t-elle dit. Voilà. Et donc nous la remercions et nous la voyons partir avec regret. Elle est remplacée par un maire, le maire de Fâche-Tuménil, 28 000 habitants dans la banlieue de Lille, qui était étiqueté MoDem, qui s'était présenté contre Martine Aubry dans différentes listes, et qui là quitte ses mandats pour devenir, c'est une première pour lui, sous-préfet de l'arrondissement des Andelys. Et on lui souhaite, comme je le lui ai écrit aujourd'hui, évidemment, la bienvenue, ce collègue qui devient sous-préfet, ce qui est quand même une passerelle pas tout à fait fréquente. Voilà, qui vient du Nord, plus exactement. Voilà, qui a une cinquantaine d'années, donc tout ça va très bien. Vous dire un mot sur le centre de vaccination. La dernière opération de dépistage du 28 et 29 janvier a montré que sur 3700 tests au total, les 13 jours, les taux de positivité chaque jour oscillaient entre 20 et 30%, que ce dépistage est maintenant accessible au centre de vaccination, que du dépistage salivaire est mis en place jusqu'à vendredi, et évidemment pour les enfants c'est une chose qui est importante. Je rappellerai que tant qu'ils ne sont pas arrivés, certains sont arrivés, tous je ne le crois pas, nous donnerons des masques FFP2 et du gel évidemment aux enseignants, aux ATSEM, au personnel de l'éducation nationale, que 215 capteurs sont en cours d'installation, monsieur Aurière, dans les écoles, mais aussi les équipements publics de la ville, dans les ateliers, les dortoirs, les réfectoires, les centres de loisirs, que Jean Moulin est entièrement équipé depuis mercredi dernier et que tous les groupes scolaires seront équipés avant la rentrée de février, me dit-on, en tout cas seront équipés à la rentrée de février. Les crèches le seront également. Vous dire que le Covid, pour ceux qui pensent que c'est une plaisanterie, ont laissé, depuis la fin du mois de décembre, 76 agents, c'est-à-dire pratiquement un quart des effectifs, chez eux, puisqu'ils en étaient atteints. La continuité de service a néanmoins pu être assurée, à ceci près que nous n'avons pas pu accueillir les stages de troisième comme nous aurions aimé le faire. Vous dire un mot du séjour de ski qui va se dérouler du 5 au 12 février 2022. 50 jeunes de la ville vont partir skier près de Morzine, ce qui n'est pas désagréable parce que j'ai cru voir que la neige tombait. Au programme ski alpin, luge, motoneige électrique, cours de ski. Si ces choses sont
intéressante, monsieur l'adjoint aux finances. Peut-être recommencerons-nous l'année prochaine à envoyer 50 jeunes avec plaisir. découvrir et avec vous, si vous voulez, Jean-Jacques. Voilà, beaucoup d'activités des centres de loisirs. Le carnaval aura lieu le 23 avril prochain avec le thème de l'Inde, si jamais le Covid nous en laisse le loisir. Beaucoup de choses dans les centres de loisirs. Remercier tous ceux qui s'occupent du permis citoyen, Catherine Duvalet, la Sénaïde Baba, Fadila Benamara et Benjamin Marc qui en feront le jury à la Seine, qui s'en occupent énormément, avec les 3 auto-écoles de la ville. Et je rappelle qu'il s'agit d'offrir le permis à de jeunes Rolivalois en contrepartie de 70 heures de bénévolat, et qu'il y a 40 dossiers qui sont ouverts, 40 permis financés en 2022, qu'il y a également Paston Bafa qui est ouvert avec des jeunes Rolivalois entre 17 et 20 ans, scolarisés à Marc-Bloch, Fontenelle, de Creteau au CFA, qui pourront, en contrepartie de 35 heures de bénévolat, acquérir ce brevet à la formation d'animateur, si je me rappelle, d'aptitude à la fonction d'animateur, BAFA, et que tout cela, pour ceux qui s'indignent ou qui s'inquiètent que ce soit fait à caisse ouverte, pas du tout, c'est au contraire fait avec l'engagement du jeune en question, et puis c'est plutôt formateur et structurant de donner du temps à la ville. Le renouvellement urbain, la réception et l'ouverture du complexe Léo Lagrange, de la halle sportive Léo Lagrange, est prévue pour la mi-février, donc nous tenons les délais. L'ouverture du chantier en avril pour la promenade des Tilleuls, ce qui est aussi une bonne nouvelle. L'aménagement des rues du Lierre, Traversières, Pierre Première, Pays et Bonvoisins. Nous avons subi, comme beaucoup d'autres, la hausse des matières premières, la difficulté à trouver des entreprises. Et donc, nous sommes en retard, nous le savons, mais nous commençons en avril. Donc, ça y est, maintenant, tous les marchés de travaux sont en cours de notification. C'est une bonne nouvelle. Ce sont des portions de rue du Germe de Ville qui concernent des propriétaires. La place du Conservatoire, la rue Pierre Première, la rue du Lierre, je le redis, rue Pays, rue Bonvoisin, rue Traversière. L'aménagement des voiries primaires de la chaussée de Léry, la chaussée du Parc, la route des Sablons devrait démarrer à la fin de l'année avec la poursuite de la phase d'études. La déconstruction du mail, bonne nouvelle, me disait Dominique, c'est-à-dire que à peu près toutes les familles, sauf 4, mais pour 3, il y a une solution. Alors 3, et pour 2, il y a une solution, c'est ça? 2, il y a une solution, et une qui devrait... ça devrait fonctionner. Bon. Faire, et donc, du coup, le chantier de déconstruction du mail pourrait commencer. Le mail, c'est à la fois la voie fantastique, le long du jardin des animaux fantastiques. C'est également la cour du Mousquetaire, des Feux et de la Lance. Et c'est aussi le bord de la route des Falaises. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et de ce point de vue-là, il y aura une revue de projet qui sera organisée en présence de monsieur le préfet, je l'espère, de la nouvelle DG de l'ANRU, avec lequel je me suis entretenu, Madame Anne-Claire Mialot, qui était conseillère à la politique de la ville, à la présidence de la République, je crois, hein, si je ne me trompe pas, et qui avait été également conseillère chez monsieur Hollande autrefois peut-être, ou chez monsieur Cazeneuve, je pense. Chez monsieur Cazeneuve, on espère sa présence le 1er mars. Voilà. En développement durable, il y a un développement qui est non durable, c'est le contournement est de Rouen. De ce point de vue-là, j'ai devant moi ce à quoi nos avocats travaillent en ce moment, c'est-à-dire la demande faite au Premier ministre d'abrogation du décret du 14 novembre 2017 déclarant d'utilité publique les travaux, avec un mémoire juridique qui me paraît tout à fait sérieux. Donc, la ville n'a jamais abandonné et n'abandonnera jamais la voie juridique. Elle espère qu'un certain nombre de ceux qui travaillent contre ce contournement nous rejoindront. C'est important. Et puis, un étonnement, c'est de voir que circulait à la case l'autre jour un document qui parlait déjà d'un tracé, qui parlait déjà de compensation, donnant l'impression que tout ceci était déjà acté, même si je sais que la case voit la grande majorité de ces communes ne pas être concernées tout à fait par le contournement. Et puis une mobilisation politique importante avec, je crois, Benoît nous le rappellera, c'est le 5 février la grande réunion. Il y a une réunion le 5 février à l'Arsenal. 5 février, réunion à l'Arsenal. Et une marche solidaire le 26 février. Et le 26 février, une marche solidaire contre le contournement qui fait qui a un itinéraire assez long, si je me rappelle bien. C'est ça, donc le contournement ou juste le... Non, le contournement a un itinéraire long, mais la marche... 4 km 5. 4 km 5, on part d'à peu près à Lizé. Oui, Jesse Owens, et on arrive à peu près au bord de la Seine. D'accord, voilà, il faudra y être, c'est important.
Et donc, merci à Stéphanie et à Benoît, qui sont évidemment libres de prendre la parole sur ce sujet autant qu'ils le voudront. Et Benoît, il faudra lui donner un micro dans ce cas-là, car il n'en avait pas. Le parc écologique démarre fin mars, celui qui est fait par M. Craquelin. Peut-être quelques événements, Stéphanie, me dit-on, en matière de développement durable? Oui, demain, c'est la journée mondiale des zones humides. Nous avons donc organisé des animations. Il y a une visite de la réserve ornithologique et une visite également qui est organisée à 16h de la zone des pâtures qui se situe pas très loin du rond-point de Saint-Pierre-du-Vauvray, en fait, Et pour puis permettre de découvrir en fait les zones humides qui se trouvent sur le territoire de Val-de-Reuil. Et puis je vois 3 opérations, Explorateur Mon Quartier, Mon Plus Bel Arbre et Ville Propre Ville Fleurie. Peut-être un mot si... Alors, Explorateur de Mon Quartier, c'était une première initiative qu'on avait commencée l'année passée et qui avait très bien fonctionné auprès des familles, des enfants des écoles relivalloises. Donc, nous avons décidé de le renouveler. Et on va le remodeler un tout petit peu. Ce sera sous forme également de petits livrets qui seront disponibles. Les enfants pourront, ou même les adultes d'ailleurs, pourront observer ce qu'ils voient dans leur jardin auprès d'eux. Ils nous retournent les informations. Et ça nous permet, nous, de faire un inventaire de la diversité, de la biodiversité sur la ville. Voilà. Et puis, donc ça qui a lieu du 12 mars au 9 mai. Oui. Mon Plus Bel Arbre. Alors, et Explorateur de Mon Quartier, en fait, le bilan sera montré au moment de Ville Propre, Ville Fleurie, qui devrait avoir lieu le 20 mai. Et le concours du plus bel arbre, c'est un concours qu'on avait également initié l'année dernière, où on demandait aux habitants de la commune de prendre en photo l'arbre qu'ils trouvaient le plus beau, que ce soit esthétiquement, mais aussi parce que certains arbres pouvaient rappeler une histoire personnelle, genre un premier bisou, des choses comme ça, ou une première rencontre. Après, il y a un jury qui choisit la plus belle photo et la plus belle histoire. Et on profitera également de Ville Propre, Ville Fleurie pour pouvoir, à cette occasion, poser une plaque sur l'arbre qui avait été choisi l'année passée, qui se trouve au Parc Sud. Un Quercus vulgus de 172 ans, si je me rappelle bien, ou 171. Il était né en 1870, non, et on est en 2022. Et puis, le Ville Propre, Ville Fleurie, qui aura lieu le 20 et le 21 mai, donc en lisant que la fête de la nature. On me dit que Jeanne Pouet, à qui il faut donner un micro, qui est juste devant vous, merci, veut dire un mot sur le jumelage de l'énergie, non? Me dit-on? Ça serait ouvert, je crois. C'est bon? Ouais. C'est bon. Oui, alors effectivement, on a été approché par nos amis de Ritterud pour un projet sur l'écologie et notamment sur le développement des panneaux solaires dans les villes. Donc, il y a eu un appel à projet européen auquel nous avons participé conjointement avec Stum. Et donc, nous attendons les résultats prochainement, dans les prochaines semaines, afin de savoir si notre candidature est retenue et si nous allons pouvoir continuer le processus afin de développer cette technologie sur Val-de-Reuil. Très bien, donc. Avec Stum et Ritterud, je crois. Exactement. Voilà. Et puis nous avons eu, Catherine, le label Cité éducative, c'est une bonne nouvelle. Alors, la Cité éducative, c'est un label d'excellence éducation nationale qui a pour objectif une mobilisation de tous les acteurs de la communauté éducative, que ce soit l'État, les collectivités, les collèges, les écoles, les parents, les associations, tous les intervenants, travailleurs sociaux et autres, autour de l'école, pour améliorer les conditions d'éducation dans les quartiers notamment prioritaires de la ville, et que l'on puisse être beaucoup plus efficace et travailler ensemble pour être le mieux possible auprès des jeunes et suivre leur parcours. Et la visite, la première, je crois, de la DAZEN, la nouvelle, qu'on appelait autrefois inspectrice académique, a eu lieu la semaine dernière, à l'occasion de la semaine paralympique et olympique, dans le cadre du projet Génération 2024 des écoles Louise Michel, qui est labellisée 25 fois, l'école Louise Michel, dans 25 directions différentes. Oui, c'est ça, voilà, en fait. Et donc, justement, on en parlera tout à l'heure de ce projet qui est un projet spécifique, en fait. Ça fait partie des projets spécifiques que vous allez pouvoir voter. Voilà, mais un bon contact, je crois, que la DAZEN. Tout à fait. Ce qui est une bonne chose. Là et au lycée le midi, pour la journée commémorative des génocides et des crimes contre l'humanité, malheureusement. Et des
comment on appelle ça, des Crimes contre l'humanité. crimes contre l'humanité. Voilà, il manquait un mot en fait, avec un très très beau travail des lycéens qui a été fait, tout en musique, en poésie, en texte lu, vraiment quelque chose de très bien pour motiver et initier les jeunes à ce qu'il ne faudra jamais oublier pour mieux vivre. Et puis nous revenons, Catherine Duvalet et moi-même, avec Gabriel Rogeman, d'une réunion au département qui visait à réviser la carte départementale de l'éducation et de la scolarité. Et nous avons plaidé que les jeunes Relie-Valois fassent moins de kilomètres et soient davantage dans leur collège. On ne vous en dit pas plus parce que, comme c'est en cours d'instruction, ce serait désagréable face à des interlocuteurs qui ont paru nous écouter un peu et nous entendre un peu également, de présager des résultats de nos négociations qui ont duré 1h, 1h30 et qui étaient vives par moments, mais parfois apaisées aussi. Le meeting indoor de Val-de-Reuil aura lieu le 14 février avec le beau Kevin Mayer, donc vous avez vu sur les panneaux lumineux nouveaux de la ville. 2 d'entre eux ne marchent pas encore. Je regarde Pierre-Antoine Aurière pour qu'il me fasse oui de la tête s'il ne marche pas encore, je ne crois pas. C'est celui de la gare et celui de l'entrée de ville, dont les fourreaux pour le moment sont écrasés, mais il faudrait vraiment s'en sortir rapidement. Et les autres vous donnent des images du beau Kevin. Le meeting de Val-de-Reuil, j'ose pas dire que c'est 17 finalistes olympiques, 9 podiums aux championnats du monde, 8 champions d'Europe, 2 records du monde, 4 athlètes présents, détenteurs du record du meeting, parce que tout le monde ne pourra pas y aller, car tout le monde doit être assis lors de ce meeting pour respecter les gestes barrières et les conditions de sécurité justement édictées par le préfet. C'est-à-dire qu'au lieu de 3500 personnes, ce qu'on a pu avoir au mieux, on aura 1400 personnes. Normalement, il y a un travail qui a été fait de retransmission avec l'idée qu'on puisse le retransmettre dans un café, je crois, et au gymnase du Parc à côté, pour que ceux qui ne pourraient pas rentrer du fait des jauges puissent, assis eux aussi, normalement, puissent regarder ce meeting. Et puis le 20 mars, il y aura la Relie-Valoise. Le 20 mars, la grande course de toutes les femmes qui rassemble beaucoup de monde, qui n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière. On espère avoir un parrain ou une marraine de haut niveau. Et puis, une opération, là encore, qui est une labellisation. Val-de-Reuil Laboratoire, c'est une bonne chose. Et je me tourne vers Rachida Dordain pour qu'elle nous parle de Maison Sport Santé, qui est un label du ministère des Sports. C'est bon. Oui, ça marche. Oui. C'est un label qui est important parce qu'il vient récompenser aujourd'hui le travail qui est fait sur la question de la santé. Je vais reparler un peu de sport sur ordonnance, par exemple. C'est une labellisation qui vient acter ce que fait la ville en lien avec la santé. J'entends par là les dispositifs qui existent, sport sur ordonnance. Et puis, à Val-de-Reuil, nous avons beaucoup de clubs qui se forment régulièrement, en tout cas les coachs, sur les questions d'inclusion en lien avec les personnes en situation de handicap, mais pas que. Les personnes qui sont très éloignées de la vie sociale et de la vie sportive. Et puis, des clubs qui œuvrent au quotidien pour aller accompagner les gens sur des questions, sur les questions du bien-être. La Maison Sport Santé, en réalité, c'est un guichet dans lequel on va pouvoir commencer à monter des projets en lien évidemment avec le sport et la santé, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que le service des sports, le CCAS, on va pouvoir travailler ensemble sur toutes ces questions et aller chercher des gens qui sont très éloignés du sport et surtout travailler avec le corps médical. Alors ça voudra dire qu'on va avoir une éducatrice sportive qui va être sur ce poste-là et qui va commencer à monter des projets avec tout le monde. Tous les gens qui ont des projets, on va venir la solliciter et elle va accompagner les personnes. Alors ça va débuter, on va organiser les choses. On espère beaucoup avec l'arrivée de Léo Lagrange, ce beau complexe, on va pouvoir y faire de belles choses comme d'habitude. Voilà. Merci Rachida. Et puis on finit avec un programme bref qui rappelle que Jesse Owens, en ce moment, c'est les mois froids, et est occupé très souvent. Le mercredi 2, 200 collégiens pour les championnats académiques UNSS. Et puis samedi 5, les départementales Benjamin Minime d'athlétisme indoor, 250 jeunes pour se qualifier aux régionaux d'athlétisme dans leur catégorie. Beaucoup de choses avec le club de plongée de nage en eau vive qui organisera au niveau du club de kayak la deuxième manche du Trophée de l'Eure, sans concurrent en natation sur 4 km, il devrait faire frais normalement. Et toujours le squash du VRTS qui organise la 4e journée d'un
championnat régional de Normandie. Et puis, 2 grandes dates à ne pas oublier. La soirée Sacha Précipité à l'Arsenal le 15 mars, spectacle que certains d'entre vous ont déjà vu et qui a été plébiscité, avec la présentation d'un projet de mouvement d'art solidaire, enfants, parents, spectateurs, tout le monde uni autour de la soirée Sacha Précipité. Et puis, la Sénaïde Baba, il travaille beaucoup avec le CCAS, n'est-ce pas Marlene? Le retour du Forum de l'emploi, dans sa configuration habituelle à Jesse Owens, et déjà, et j'espère que ça va encore augmenter, 76 entreprises présentes. Je ne vois pas le mot Sanofi, j'espère que Sanofi ne va pas avoir les petits oublis qu'ils ont parfois, c'est-à-dire d'oublier de venir au Forum de l'emploi de la commune dans laquelle ils résident. Je sais pas, pour le moment ils n'y sont pas parce qu'ils n'ont pas répondu encore, c'est ça? Bon, il faudrait peut-être faire sonner les cloches d'une certaine manière. Et donc, ce Forum de l'emploi aura lieu et c'est la dernière ligne, pardon, le 31 mars. Voilà, nous avons fait le tour de l'actualité. Le compte-rendu de délégation, vous dire que nous avons fixé le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public aux fins de travaux, où on m'explique que ce n'est pas pour percevoir de l'argent, mais que cet arrêté a été pris pour savoir mieux où sont les travaux et mieux les gérer, de telle manière que nous n'ayons pas des barrières partout et que nous ne subissions pas un mouvement du type saccage Val-de-Reuil, ce qui serait quand même fort désagréable. Donc il y a tout, des engins de levage aux places de stationnement, en passant par les dépôts et les droits de dossier, tout est fixé. Fixation des tarifs de prestation d'accueil en crèche, en centre de loisirs et lors des séjours scolaires, taux d'effort par heure facturé aux familles, c'est ce que nous avons décidé également. Le tarif des accueils lors des périodes scolaires des centres de loisirs, qui sont plutôt moins chers qu'ils ne l'étaient, par l'application d'un coefficient plus favorable. Le tarif des accueils lors des vacances scolaires, lors des séjours, on a parlé de séjour à la mer et à la neige. La réalisation d'un emprunt, mais ça, je pense que Jean-Jacques Coquelet vous en parlerait beaucoup mieux que moi, qui est un emprunt de 3 millions d'euros de 20 ans, qui vient remplacer des emprunts, j'imagine, qui tombent ou qui viennent participer au renouvellement urbain. Des marchés publics au profit de la société Teamnet pour un portail numérique permettant le suivi, le paiement, la gestion des prestations aux usagers. C'est les portails dont Ousmane Ndiaye nous parle et qu'il met en œuvre, et je l'en remercie. Avec la société SPI ISS, c'est la maintenance, prestations techniques et acquisition de matériel logiciel pour les composants du système d'information de la ville. Avec la société Eiffage, la mise à niveau et l'extension des maintenances de l'installation de vidéovigilance. J'ai vu M. Boutier, le chef de la police municipale. Il faut évidemment que, M. Aurière, les caméras fonctionnent. Et avec la société Cogis Networks, mise en place de guichets numériques, ce sont les fameuses bornes France Service qui peuvent permettre de parler à un certain nombre d'administrations, depuis le CCAS, depuis la mairie. Les deux, c'est ça essentiellement. Des demandes de subventions qui ont été déposées pour la création d'un parc de loisirs et d'un réseau de cheminement doux entre la voie verte et les lacs. Mais c'est des subventions qui sont espérées. Elles ont un certain caractère d'automatisme. Une demande de subvention près de la communauté d'agglomération Seineur, qui est un fonds de concours au titre des amendes de police. Pas tout à fait une subvention, c'est de voir revenir les amendes de police de la ville pour sécuriser un passage piéton chaussée de la voie blanche. Ça doit fonctionner puisque les petites lampes qui clignotent sont déjà en place. Et une demande de subvention auprès du département de l'Eure et de la communauté d'agglomération Seineur pour que la rotonde devienne un atelier numérique. Et ceci est important. Nous passons à la première délibération. Il s'agit de la société Animania, que vous connaissez. La ferme Animania, c'est une ferme pédagogique. Elle est bâtie derrière la maison du département, derrière le théâtre, derrière Touquiland, sur un terrain qui était non constructible, qui se déploie en triangle depuis l'avenue des Falaises. Ça, c'est le grand côté du triangle pour arriver jusqu'au centre d'aide par le travail des Papillons Blancs. Vous y voyez un grand nombre d'animaux. Il faut que vous sachiez que ceux qui sont ces dirigeants ont une assez grande grandeur d'âme. Une grande grandeur d'âme, c'est pas très bon, mais parce qu'ils recueillent beaucoup d'animaux qui leur sont confiés par des particuliers qui les avaient, qui ne peuvent plus s'en occuper, par des collectivités qui les voient vieillir, et qu'il y a donc un certain nombre d'animaux malades ou âgés qui sont accueillis au sein de cette ferme pédagogique. Il y a beaucoup d'équidés, il y a beaucoup de caprins. Vous avez manifesté nombreux votre sensibilité, votre sensibilisation au travail qui est fait sur cette ferme et qui permet d'accueillir nos centres de loisirs, nos structures petite enfance, en donnant vos sapins, parce qu'on vous a appris que les sapins étaient, moi je ne le savais pas, la nourriture favorite des chèvres. On n'aurait pas cru. On aurait cru que c'était la salade plutôt, mais non, c'est les sapins. Et donc,
c'est un vrai travail qui est fait. Or, il se trouve que les revenus de l'association, c'est beaucoup les visites ou les groupes qui passent. Et du fait du Covid, il y en a eu moins, alors même que les soins vétérinaires, l'alimentation, les activités de refuge représentent une charge toujours aussi lourde. Donc moins de dons, plus de charges ou autant de charges. La question est de savoir si on manifeste notre solidarité avec cette association, puisque c'est une association, à travers son nom, les ailes d'Animania, qui donnent des moyens à Animania. Et donc 2 choses ont été faites. La première, c'est pour éviter, je ne sais plus si c'est Christian ou Dominique qui me l'ont dit, 2 mois de fourrage, c'est de mettre des animaux à paître sur l'île du Roi, dans des conditions de sécurité grandes. Et donc la ville, je crois, monsieur le directeur général des services, a entouré ce terrain de pâturage d'une sorte de clôture, de telle manière que les animaux ne divaguent pas. Ça, c'est un sujet pour première année de droit, la divagation des animaux dans les communes, normalement. On rédige l'arrêté, on rédige le petit mot qui dit que c'est interdit. Et puis, la deuxième chose qui est proposée, c'est de verser 3 000 € à l'association pour lui permettre, en trésorerie, de passer ce mauvais cap. Voilà la proposition qui vous est faite. Animania, une aide matérielle et une aide financière. Y a-t-il des questions sur Animania auxquelles d'autres que moi répondraient? Non, je n'en vois pas. Une précision, il a été demandé fortement à Animania de faire un gros effort du côté de sa sortie de, je dirais, professionnelle, de telle manière que ce quartier du parc, qui est en train de changer parce qu'il fait l'objet d'une lourde rénovation dans le cadre de l'ANRU par le foyer Stéphanais, et je conseille à chacun d'aller voir vraiment ce qui est en train de se faire, qui est très très bien devant le complexe de Lagrange. Quand on pense que le mail va partir après, c'est vraiment très intéressant. Eh bien, il faut un petit peu ranger des voitures un peu vieilles, des tracteurs un peu fatigués, des poubelles un peu pas sorties. C'est ce qu'on a demandé à la gestionnaire d'Animania. 3 000 €, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Écoutez, je vous remercie. Vous l'avez accepté à l'unanimité. Monsieur Avolé, après la subvention et la pâture, le parking et les voitures. Merci, monsieur le maire. La ferme pédagogique Animalia a été créée en 2018. Elle est située à l'angle de l'avenue des Falaises et de la chaussée de Derry. À l'ouverture, elle était dotée d'un parking rustique situé à quelques mètres du théâtre de l'Arsenal et de Touquiland, qui, de par leur forte fréquentation, ont révélé un manque dans l'offre de stationnement. Sur la base d'une très bonne répartition de travail entre l'agglo et la ville, a été dessiné un parking par nos services, notamment par Erwan du Conseil. L'agglo a réalisé les travaux. 40 arbres sont en train d'être plantés. La société y était cet après-midi. Des noues drainantes sont créées. Un éclairage LED écologique télégérable, comme sur l'ensemble de la ville, sera installé. Et je vois une superbe vue, monsieur Avolé, de ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Alors, il vous est proposé d'approuver le principe de la convention pour l'aménagement du parking Animalia pour un coût total de 374 000 €, avec une participation de la ville de 32,5% des montants hors taxes. Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention jointe à cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Je vous remercie. Est-ce que c'était une photo du drone de monsieur Olivier Bonnet qui nous permettait de voir ce parking d'en haut? Il en use et en abuse, mais c'est bien. Monsieur Coquelet, est-ce qu'il y a un drone pour voir le budget? Non, je crois que je vais être obligé de le faire moi-même. Vous êtes le drone du budget. Désolé de ne pas vous offrir une image plus séduisante. Merci. Donc, vous allez avoir à examiner une proposition de budget pour l'exercice 2022. Auparavant, je tiens quand même à vous préciser ou à vous rappeler que ce qui vous est proposé l'est sans reprise des résultats antérieurs. C'est-à-dire que nous n'avons pas repris dans nos recettes l'excédent réalisé au cours de l'exercice 2021. Nous devrons le faire dans le cadre d'un budget supplémentaire. Ceci n'est pas de notre fait dans la mesure où la direction des finances publiques, tardant toujours à nous transmettre les éléments
concernant le compte de gestion du receveur et qu'il nous faut bien sûr voter le compte administratif en même temps que le compte de gestion, eh bien, on fera comme l'année dernière, on opérera en 2 temps. La seconde indication que je veux vous donner, avant que de rentrer dans le budget lui-même, c'est que nous avons respecté religieusement, je pèse mes mots, les 10 commandements que nous nous étions fixés en 2014. Très exactement, il y en avait 9, mais nous sommes arrivés à 10, comme quoi un peu d'émulation ne peut pas nuire. Celui que nous avons ajouté, intervenant en toute logique, nous nous obligeons bien sûr à dégager les moyens nécessaires à la réalisation du PNRU 2 dans lequel nous nous sommes engagés. Ça, ce sont en quelque sorte les préalables. Tout ça va nous conduire à examiner un projet de budget qui s'élève en volume global à 57 500 000, à rapprocher des 60 millions de 2021. Donc là, on va me dire, mais il est en retrait par rapport à l'exercice antérieur. Non, cet écart s'expliquant par notre prudence dans l'inscription des recettes. Vous savez très bien, nous sommes toujours attachés au principe de Marie-Claude Marien, qui était d'inscrire une dépense à peine la soupçonne-t-on, mais d'inscrire de recettes que quand nous avions la certitude de les toucher. Donc, premier élément. Deuxième élément, le volume d'opérations en rue est légèrement inférieur à l'exercice antérieur. Et enfin, troisième élément, en 2021, ça on en a longuement parlé à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire, nous souhaitions reprendre le bail amphithéotique administratif, le fameux BEA, qui a permis la construction des bâtiments des services techniques. Il se trouve que la Caisse des dépôts, n'ayant pas manifesté un zèle démesuré, ceci nous oblige à reporter cette reprise très prochainement. Je crois qu'il s'agit du 17 février. Je vois que Maria Guibert m'encourage de la tête. C'est donc bien le 17 février qu'interviendra cette reprise, si bien que les 3 millions qui étaient prévus à cet égard sont à retrancher, si l'on veut, du volume budgétaire 2021 pour réaliser effectivement une comparaison terme à terme. Voilà, donc, pour nous, l'important, c'est de se donner les moyens de poursuivre notre politique ambitieuse d'investissement. Nous avions orienté le rapport d'orientation budgétaire de cette manière, en particulier, bien sûr, pour réaliser le PNRU 2, le mener à son terme, en maintenant, et nous nous y obligeons, bien entendu, un haut niveau de service public, comme nous l'avons toujours fait. Donc, il faut trouver cet équilibre entre des réalisations nouvelles importantes et le maintien et voire le développement de services à la population qui restent de haut niveau. La section d'investissement est bien au cœur de nos préoccupations, de nos engagements, puisqu'elle s'élève à 26 400 000. Donc là, il va falloir que je fasse attention. Nos amis de la technique ont eu la gentillesse de me remettre une manette beaucoup plus simple que les fois précédentes. Peut-être que je ne me tromperai pas. Écoutez, j'ai appuyé, mais... Je recommence. Je suis peut-être allé trop loin. Non. N'allez pas trop loin. Voilà. Alors, vous le voyez sans doute mieux que moi. Je ne vois pas grand-chose à cette distance. Et juste un instant, j'essaie de récupérer mes tableaux. Nous, on voit que 23 millions sont passés à 26 et voilà. Donc, mais qu'il y a une petite explication sur un CA prévisionnel qui a montré qu'il y avait des opérations qui n'avaient pas été aussi vite que oui, mais ça, ce sont, monsieur le maire, les raisons que vous indiquiez tout à l'heure. Difficulté à rassembler les entreprises nécessaires, qui elles-mêmes rencontrent des difficultés
à réunir les fournitures permettant la réalisation des chantiers. Donc là-dessus, donc 26 400 000 d'investissement. Et donc, ce qui est important, c'est de voir comment on va les financer. On va, d'une part, reprendre, comme d'habitude, une part du budget, le résultat du budget de fonctionnement à hauteur de 2 161 000, je passe les détails, qui vont passer de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Cette année 2022 verra la réalisation d'1 663 000 concernant des cessions d'actifs, vente de terrain notamment. Les dotations, fonds divers et réserves 1 227 000, et nous attendons 11 245 301 € de subventions, dont vous imaginez facilement que l'essentiel concerne l'ANRU. Il faudra, pour réaliser l'équilibre budgétaire sur la section d'investissement, mobiliser 9 420 000 € d'emprunt. Donc, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse un peu. Eh bien, il est là sous vos yeux, je crois. Ah bah oui, tout simplement. C'est le schéma, l'histogramme qui se trouve en dessous des chiffres que je viens de vous énoncer. Cet appel à l'emprunt est tout à fait conforme à la stratégie que nous présentons depuis bientôt 3 ans, qui est de dire, on l'a prévu, on l'a dit, déclaré, que l'année 2022 serait l'année du pic d'emprunt, ce que vous constatez. Mais que dès 2023, comme vous l'avez sur cet histogramme, nous revenons progressivement à un niveau moins important qui nous permettra en 2026 d'être en dessous du niveau d'endettement qui était le nôtre en 2014, c'est-à-dire 2026, 2 mandats de 12 ans avant. Voilà, ce qui est conforme à ce que nous avons toujours présenté, me semble-t-il. Donc, c'est réglé, ça, si l'on peut dire. Bien entendu, nous intégrerons ce que je vous disais tout à l'heure, le BEA, au budget 2022, mais sachez tout de suite que nous avions déjà emprunté 3 millions d'euros qui permettaient la réalisation de cette opération. Comme nous n'avons pas effectué la dépense sur l'exercice 2021, il est bien évident que le produit de cet emprunt est reporté sur 2022. Donc, maintenant, il s'agit de savoir ce qu'on va faire de ces volumes financiers qui sont importants. Donc, nous continuons pour vous permettre un suivi plus facile, plus aisé, disons. Nous continuons de distinguer les opérations d'investissement qui relèvent du PNRU 2 des opérations d'investissement qui, elles, concernent nos seuls engagements. Donc, si on revient là-dessus, total de dépenses d'équipement, c'est important, 17 millions, pratiquement 18 millions. Nos emprunts antérieurs qui sont là. Et je n'ai pas retrouvé pour le moment, si j'avais les trouvé là, c'est le slide d'après. Voilà, ça fonctionne. La ventilation, en quelque sorte, de ces volumes. Donc, tout ce qui concerne le PNRU 2, donc ça commence au Cerf-Volant, Léo Lagrange, toutes ces opérations en cours, mais s'ajoutent aux opérations en cours des opérations inscrites dans la programmation pluriannuelle que M. le maire a cité, a pratiquement développé tout à l'heure, qui concerne notamment la promenade des Tilleuls. Jusqu'alors, nous n'avions là-dessus payé que des études.
Cette fois, dès le mois d'avril, on rentre dans les travaux. Ça concerne également les espaces publics de la dalle et de ses abords en particulier. Tout ça pour un montant de 11 633 614. Or, en rue, il s'agira de la réalisation du parc écologique. Vous savez, le produit de cette transaction avec la CEMEX, qui a souvent été évoqué, pour un coût global de 2 400 000, dont 1 300 000 en 2022. Nous conduirons cette opération, vous l'avez compris, sur 2 exercices. Il s'agira également de finaliser la piste d'athlétisme à hauteur d'1 700 000 et de poursuivre nos travaux sur la MJA, ainsi que sur les bâtiments scolaires, mais également de satisfaire aux besoins du projet public-privé, qui est celui qui nous permet de bénéficier d'un éclairage public de haute qualité. Christian en parlait tout à l'heure, modulable. Voilà donc à quoi seront employés les volumes financiers que je viens d'évoquer dans le cadre de la section d'investissement. Je vous disais en intro que, bien entendu, c'était une priorité, mais que cette priorité, il n'était pas question de la réaliser au détriment de la qualité et du volume de services que nous développons auprès de la population. Ça, c'est donc le sujet, en quelque sorte, de la section de fonctionnement. Donc la section de fonctionnement, elle s'élèvera à 31 millions d'euros, ce qui traduit un effort de maîtrise, on en avait parlé à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire, un effort de maîtrise nécessaire que nous évoquions précédemment. Si on entre un peu dans le détail, voilà, je pense, du moins. Oui. Ça s'appelle dépenses de fonctionnement. Ça doit être... Nous sommes donc dans la section de fonctionnement, et c'est intéressant de regarder, même rapidement, la structure de nos dépenses de fonctionnement. Je vous parlais d'un effort de maîtrise, on le constate dès qu'on évoque les charges à caractère général. Elles seront à la baisse de moins 1%. Ça peut paraître anecdotique, moins 1%. Faut-il vous rappeler le niveau d'inflation qu'on nous annonce, et faut-il vous rappeler les augmentations auxquelles, y compris nous, dans nos ménages, nous sommes confrontés? Eh bien, la ville aussi consomme du carburant, de l'électricité et des petites choses comme ça. Les charges de personnel. Alors, nous n'avons pas inscrit, je vous le disais tout à l'heure, mais je vous le rappelle, nous n'avons pour le moment pas inscrit de dépenses concernant, on va dire, les opérations liées à la politique de la ville. Ce qui a permis, par exemple, l'été dernier, d'envoyer autant d'enfants et de jeunes en vacances. Nous procéderons à ces inscriptions quand nous aurons plus de visibilité sur les subventions liées à la dotation politique de la ville. Et ça fera l'objet, ou on le saura au BS, ou ça fera l'objet d'une décision modificative, mais nous nous en tenons aux règles que nous nous sommes fixées. Au vu de ce qu'on pourra recueillir comme financements extérieurs, nous procéderons à ces inscriptions. La masse salariale reste un élément important, bien évidemment, de nos dépenses de fonctionnement, puisqu'elle s'élève à 13,9 millions d'euros, ce qui représente quelque chose qui est de l'ordre de 48-49% du volume total de la section de fonctionnement. Elle progressera de 2%. 2%, c'est pareil, ça suppose des efforts, puisqu'on intègre là-dedans, bien entendu, le fameux GVT, cette sorte de sésame qu'on sort à chaque fois, glissement vieillesse technicité, mais également la revalorisation du SMIC, nous sommes concernés,
et la révision des grilles indiciaires des agents de catégorie C, c'est-à-dire un effort qui paraît souhaitable en faveur des agents qui reçoivent les plus petites rémunérations. Voilà, que dire, pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus. Bon, les charges courantes, de gestion courante, pardon, elles progressent de 8%. Donc je crois que c'est important de souligner quelle est leur destination. Ben, ça concerne principalement le CCAS, les contingents incendies et notre participation, par exemple, au conservatoire, ainsi que les subventions aux associations, qui sont des postes qu'il n'est pas question d'abandonner. L'essentiel de l'augmentation intéressant le CCAS. Je crois qu'on fait un effort d'1 600 000 dans cette direction. Vous l'avez bien compris, il s'agit d'apporter un soutien solide aux politiques sociales qui sont tout à fait nécessaires aujourd'hui, vous le savez. Dans le même temps, les charges financières baissent. Je serais tenté de dire continuent de baisser. Je ne sais pas si ça va durer encore très longtemps, mais comme bien entendu, on peut s'en réjouir. Cependant, ça porte quand même sur un volume qui n'est pas du même ordre. Donc le résultat est intéressant, mais ne vient pas compenser les efforts qu'il faut faire par ailleurs. Voilà, on prévoit 23 500 € de charges exceptionnelles. Il s'agit là de faire face à toutes. En cette période très incertaine, on a mobilisé bien souvent des réserves de ce type pour effectivement organiser des choses qui répondaient aux exigences de la crise sanitaire. On en parlait encore tout à l'heure en évoquant tout simplement le centre de dépistage, le centre de vaccination, les détecteurs de CO2 dans les écoles. 40 € pièce. Pardon ? À 40 € pièce. Oui, bien pesé. On a combien ? 110 ? Oui. Ah pardon, Oui. 120, excusez-moi. Il y en a, je crois... 40 €, c'était le prix éducation nationale sur lequel il y avait 7 € de remboursés, je me rappelle pas. 110 qui sont en cours d'installation pour un montant global de 40 000 €. C'est vrai qu'on serait tous très satisfaits si nous avions la certitude que toutes les écoles de France étaient dotées de ce type de matériel qui, bien entendu, n'éradique pas la présence du virus dans les locaux scolaires, mais au moins nous indique quand il est opportun d'ouvrir les fenêtres. Alors, s'agissant des recettes, il est clair que un pan important de nos recettes est le produit de la fiscalité. Ça reste le levier essentiel de notre action. Donc, nous avons continué de geler. Ça fait partie des 10 commandements. Je me demande même si ce n'était pas quasiment le premier. Ça a dû passer en deuxième position après le PNRU 2, il me semble. Nous n'avons pas touché, bien sûr, au taux d'imposition. En revanche, ce qui bouge un petit peu, c'est les bases d'imposition qui évoluent en fonction de la loi de finances. Nous n'avons pas une connaissance précise de cette évolution pour 2022, donc on entend des chiffres, on nous informe du niveau de l'inflation auquel il faut faire face. Nous sommes raisonnablement restés à une augmentation des bases de 2,5%, ce qui permet d'inscrire en prévision 17 millions € de recettes. Voilà, je me contenterai de rappeler que nous n'inscrirons la dotation politique de la ville qu'au moment où nous pourrons constater son montant. Je pense avoir à peu près fait le tour de la question. Oui, c'est ça. Moi aussi, ça s'arrête au 6, donc c'est bon. Voilà, mais écoutez, on peut parler de tout ça. Un volume d'investissement très fort. Session de fonctionnement maîtrisée. Est-ce qu'il y a des questions ?
maîtrisée et importante. C'est 31 millions quand même. Et maîtriser le contenu. Je vois. Oui, tout à fait. Monsieur Thierry veut vous poser une question. J'essaierai d'y répondre. Alors allez-y, Monsieur Thierry. Non, j'ai fait plutôt mon analyse personnelle. Très bien. Sur un plan global. Donc, vous avez investi sur le plan national de rénovation urbaine plus de 136 millions, dont 6,8 millions en 2022, soit 60% de la somme est consacrée à l'habitat et 40% aux équipements publics. Il y aura notamment la rénovation de la dalle, des façades et des cases commerciales rue Grande. Dans ces priorités, ce que je m'étonne, c'est qu'on ne trouve pas la sécurité. Pas d'investissement dans la sécurité, ce n'est pas sécurisant pour attirer des ménages qui pourraient payer des impôts pour la commune. Les dépenses de fonctionnement vont augmenter de 400 000 € pour la commune en 2022, notamment à cause du prix de l'énergie. Vous soutenez notamment l'éolien et n'êtes pas très favorable au nucléaire, participant ainsi à l'explosion des prix et surtout au zéro carbone. Les charges liées au personnel continuent encore et toujours d'augmenter. Dans les autres charges courantes, les dépenses liées au social augmentent, notamment via le CCAS. Cela indique que beaucoup de cet argent passe aussi par des personnes venant de l'étranger et non ceux qui y habitent, et je connais bien le problème. Les impôts et les taxes perçus par la commune sont stables, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Les taux d'impôt n'augmentent pas, mais la commune est incapable d'attirer les nouveaux contribuables. Un rapport de la Cour des comptes indique qu'il y a une fuite des habitants depuis 10 ans. L'investissement pour 2022, c'est 2,7 millions, vous avez dit 2,4 millions pour un parc écologique de la gare. Et j'aimerais avoir au moins une réponse à la question, c'est pourquoi ne pas laisser les jardins actuels. Vous dites maîtriser la dette, résultat, fin 2022, on sera à 49 millions d'euros de dette, ça fait 3 800 € de dette par habitant. La moyenne d'endettement en France des villes de 10 à 15 000 habitants est de 839 €. Cela indique que Val-de-Reuil est 4,5 fois plus endetté que la moyenne, et c'est pour ça que je voterai contre le budget. Il y a certains points de votre intervention, Monsieur Thierry, auxquels je ne répondrai pas. Moi, je ne fais pas de lien entre l'origine des habitants et la présentation d'un budget communal. Je vous en laisse le soin. Pour ce qui est votre dernier point, c'était, excusez-moi, je n'ai pas noté. C'est le parc écologique de la gare, et pourquoi on n'y laisse pas les jardins qui n'y existent pas? Il n'y en a pas de jardin. C'est pour ça que c'était compliqué de les laisser, Monsieur Coquelet. Moi, je vois pas. Bien d'accord avec vous. Oui, on a eu du mal à les laisser puisqu'ils n'existaient pas. C'est ce qui m'a un peu surpris, oui, tout à fait. Il y a une prison, c'est un endroit Ensuite, des gens dans le fond, mais il n'y a pas de jardin. Comment dirais-je, le ratio d'endettement, je veux dire, c'est vraiment, mais je l'ai déjà répété des tas de fois, il faudra que je le répète sans doute tous les ans, mais je vais continuer. Je suis assez endurant. Moi, je ne mesure pas l'endettement d'une commune à la dette par habitant. Ça n'a aucun sens. J'ai déjà tenu ce genre de propos, pas dans cette enceinte, mais dans cette assemblée. On peut faire une comparaison avec des individus. Si je gagne 30 000 € par an, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déjà seraient heureux de les gagner, il y en a qui ne les gagnent pas. J'ai peut-être une capacité d'emprunt, ma banque me fera confiance à un certain niveau, mais sans doute moins qu'à mon voisin qui, lui, gagne 80 000 € et qui va emprunter la même chose. Voilà comment ça se passe, c'est comme ça qu'il faut le regarder. Il y a des communes qui, effectivement, ont un niveau d'endettement par habitant qui est beaucoup, beaucoup plus bas. En regard de quoi ils ne réalisent pas grand-chose. Nous, on propose des réponses aux besoins, mais surtout, ce sont les banques qui sont les arbitres de tout cela. Quand une banque vous prête, elle ne fait pas dans la philanthropie, c'est parce qu'elle est sûre qu'elle sera remboursée. Donc nous, pour le moment, nous ne nous sommes jamais heurtés à un refus de quelque organisme bancaire que ce soit sur nos demandes d'emprunt. Très bien. Je vais me permettre, moi, si ça ne vous embête pas, Jacques, moi, je n'ai pas votre sérénité et donc je vais répondre à un certain nombre de questions. 130 millions d'euros consentis par la commune sur le renouvellement urbain. C'est 140 millions d'euros consentis par tous les partenaires. Le principe même de cette priorité absolue au renouvellement urbain, c'est qu'il déclenche
le taux de subvention le plus élevé qui soit parmi toutes nos autres opérations. On l'a souvent dit, on aimerait bien, Monsieur Coquelet, faire un opéra avec le conservatoire de musique sur lequel il veille, moi-même, je ne sais pas, faire des terrains de tennis couverts, Madame Duvalet construire je ne sais pas quoi, ce qu'elle veut, un ouvroir de poésie concurrent de celui de la Factory, mais on se tient absolument à ce programme de renouvellement urbain parce que justement, il se caractérise par un apport de subvention et un taux de subventionnement absolument exceptionnel. Donc, jusqu'au bord du tombeau, je soutiendrai devant vous que ce choix politique a été le meilleur qu'on a fait et que le fait de l'avoir tenu sur le premier ANRU nous a permis d'avoir le deuxième, que le fait de l'avoir tenu sur le deuxième nous a permis d'avoir le troisième, et que le fait que nous tenions parole sur le troisième fait que Cité éducative, Cité de l'emploi, d'autres labellisations qu'on a vues viennent, parce qu'elles garantissent, parce que cette conduite, ce choix garantit le sérieux de la commune. Donc véritablement, il n'y a pas 130 millions d'euros donnés par la commune, il y a un budget de 140 millions d'euros dans lequel la commune a donné de la part exacte, monsieur, 25 millions d'euros. Trouvez-moi un seul plan d'investissement où pour 140 millions d'euros, vous mettez 25 millions d'euros. C'est exceptionnel. C'est donc 1 euro pour pratiquement 5 euros. Donc, il y a le... Oui. Voilà. Sur la sécurité, je sais très bien ce que vous faites. Je ne peux pas vous le laisser dire. Citez-moi une ville où sur l'ANRU, puisque vous dites que l'ANRU n'a rien fait, on a pris le commissariat. Je connais aucune ville, zéro, sur laquelle, où le maire a dit « j'ai réussi à avoir 100 millions d'euros », c'était les 100 millions d'euros Borloo, eh bien écoutez, je renonce à 15 millions ou à 12 millions pour faire le commissariat. Je ne connais pas une ville qui ait fait ça. Donc ne dites pas que l'ANRU ne sert pas à cela. On est au contraire l'exception qui fait que dans l'ANRU, oui, on s'est fait mal. On avait la possibilité de faire venir le commissariat à Val-de-Reuil, ce qui a été une compétition, rappelez-vous, avec Louviers. Et c'est au moment où la ville, collectivement, mes collègues et moi-même, avons décidé de consacrer une part de l'ANRU à la création du commissariat avec l'immobilier Basse-Seine, que nous avons pu le rapatrier chez nous. Donc ne dites pas, parce qu'on est le contre-exemple. Si vous disiez que l'ANRU ne sert jamais à la sécurité et que vous oubliez de citer ce cas de commissariat, vous diriez quelque chose qui n'est pas exact, et parfois quelque chose qui n'est pas exact ressemble à quelque chose de beaucoup plus désagréable que je ne vous dirai pas. Est-ce que nous ne faisons aucun effort? Quand il y a 20 ans, il y avait ici 4 à 5 policiers. On se dirige tranquillement vers 15. Trouver une autre commune où on a multiplié par 3 le nombre des policiers municipaux. Vous disiez que nous ne faisions pas d'efforts. On a mis un réseau de caméras qui me semble de plus en plus performant et qui a abouti à un certain nombre de choses. On a reçu les félicitations. Il s'agit de, je crois, un de nos policiers parmi les plus anciens du poste, sur une affaire que vous avez peut-être lu dans les journaux, lisez-les, Paris-Normandie, La Dépêche, de ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand on ramène une voiture d'Espagne. Pardon ? Des go-fast. C'est grâce à l'habileté de la police municipale de Val-de-Reuil à laquelle il faut rendre hommage que ce trafic a été découvert. Le poste de police municipale est neuf. Il y a peu de communes dans lesquelles, je vois à ce moment-là M. Boutier qui se pose un peu pour montrer la valeur et la cambrure de sa jambe. Il y a peu de policiers municipaux qui sont autant équipés en armement, en moyens de communication, en vêtements que les nôtres. J'ai toujours pris comme décision de considérer que nos policiers municipaux devaient être mieux équipés que la police nationale. Enfin, si la police nationale était aussi bien équipée, ce serait tant mieux, parce que les policiers sont des gens dignes, respectables et qui doivent être respectés. Ça passe également pour les voitures, où je pense qu'il n'y en a pas moins qu'il y en avait. Donc, formation. Ne dites pas ça. La formation aussi. Ne dites pas ça, parce que c'est faux. Vous cherchez à faire peur aux gens, mais c'est faux. Et vous dites des choses tellement fausses que vous ne voyez même plus un commissariat payé par l'ANRU. Vous ne voyez même plus le nouveau poste de police municipale. Vous ne voyez même plus les caméras. Vous ne voyez même plus les effectifs supplémentaires. Vous ne voyez plus rien. Et en ne voyant plus rien, on dit n'importe quoi. Autre chose. Que savez-vous? Qu'est-ce que vient faire le nucléaire ici? Qu'est-ce que vient faire le nucléaire ici? Vous nous dites qu'on préfère les éoliennes au nucléaire. Où avez-vous vu une éolienne à Val-de-Reuil? Où avez-vous vu un réacteur nucléaire à Val-de-Reuil qu'on aurait fermé? Très franchement, vous n'en savez rien. Peut-être que moi, je suis pour le nucléaire. Peut-être que l'affiche de Fabien Roussel, qui fait peut-être pas plaisir à d'autres personnes, qui dit telle chose, moins 2 millions de tonnes d'équivalent CO2, telle chose, moins d'1 million, suppression du nucléaire, plus 5 millions de tonnes de CO2. Peut-être que quand je passe
devant cette affiche, elle me parle. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce que pense Mme Duvalet, M. Coquelet. Voilà, vous n'en savez rien. Peut-être que si on en parle, oui, s'il y avait un débat, on en parlerait, et je pense qu'on en parlerait de manière intelligente dans la majorité de ce conseil municipal. Le CCAS a donné plus d'argent pendant le Covid. Vous vouliez qu'on soit la seule commune de France qui ne fasse pas attention au fait que les enfants, ça a été plus difficile, le travail, ça a été plus difficile, le dépistage, l'achat des masques. Vous voudriez qu'on ne fasse pas ça? Écoutez, je suis désolé, là, on n'est pas d'accord. Le CCAS a dépensé plus d'argent et il a bien eu raison. Voilà. Alors, je suis un peu comme M. Coquelet. Je ne veux pas relever ceux de l'étranger. Mais rendez-vous bien compte que ce que vous appelez des étrangers sont des gens qui sont comme vous, comme moi, dans une commune qui est née en 75. On ne peut pas y être né. Moi, je suis né en 59. Comment voulez-vous que je sois né dans cette commune? C'est pas possible. Peut-être que j'y mourrais, c'est ce que j'ai toujours dit. J'irai peut-être pas mon berceau, j'irai peut-être mon cercueil. Mais comment on peut dire des choses comme ça? C'est nos concitoyens. Ils ne sont pas venus de la semaine dernière. Et par ailleurs, concitoyens français. Enfin, on ne peut pas laisser dire des choses comme ça. Vous avez tort, parce qu'en disant des choses comme ça, en plus, vous montez les gens les uns contre les autres. Vous créez une minorité de gens qui sont amers, aigris, tristes, malheureux, non pas de la vie qu'ils vivent, mais de la vie que vous leur décrivez, qui n'est pas la leur. Et puis, le parc écologique, oui, les jardins qui n'existent pas. Enfin, la faribole, la chose habituelle, vous siégez dans ce conseil municipal depuis aussi longtemps que moi, même plus longtemps. Je crois que vous faites partie de l'héritage que m'a donné Bernard Amsalem. Donc, je prends William Thierry avec. C'était en solde. Ne dites pas que les habitants sont moins nombreux. Vous savez très bien qu'on est dans le cadre d'une opération de déconstruction de l'ANRU. De déconstruction. On a accepté de détruire des immeubles. Je vois des habitants qui s'en vont. J'en vois même, ça me fait de la peine. Je les connais depuis toujours. On touche aujourd'hui, vous avez raison d'insister là-dessus, on est au milieu du gué. C'est-à-dire que demain, on va en parler tout à l'heure, je crois que M. Toutain me parlait de ça, on va construire plus de logements. Et je pense qu'on va les voir revenir. Maintenant, il y a des causes également qui expliquent la difficulté qu'à Val-de-Reuil, on a à recenser les gens. Vous connaissez, mais c'est ma célèbre théorie, plus d'élèves, beaucoup plus, près de 5000 élèves, plus d'électeurs. Quand vous vous présentiez il y a 20 ans, il y avait 5000 électeurs. Et maintenant, il y en a 8000. Qu'ils aillent ou pas voter, ça c'est encore autre chose. Mais ils sont inscrits 8000. Excusez-moi, ce n'est pas le fait d'une ville qui diminue. Une année, je la connais, c'est l'année 2000. Combien il y a eu de permis de construire? Ça m'avait traumatisé. 0. Quand vous arrivez, quand vous êtes maire, on vous dit il y a 0 permis de construire. Combien il y en a eu l'année dernière? Je ne sais pas, 250 ou quelque chose comme cela. Donc, il y a bien des gens qui s'installent. 0, 250, ce n'est pas la même chose. Donc, ne reprenez pas cette thèse, qui est d'ailleurs la thèse du parti de l'étranger, si je puis me permettre. C'est ceux qui ne nous aiment pas, colportent avec plaisir. Donc, ne la reprenez pas. Enfin, vous connaissez également les conditions dans lesquelles l'absence de recensement général à Val-de-Reuil a perturbé les choses. Le fait que le turnover, pendant très longtemps, était très important des gens qui changeaient d'appartement dans la ville, des migrations à l'intérieur de la ville et en dehors de la ville, ce qui est moins le cas, et je m'en félicite. Ça veut dire que les gens se plaisent de plus en plus. Vous savez également qu'un certain nombre de familles monoparentales voient les enfants qui sont élevés à Val-de-Reuil recensés chez l'autre parent pour cause d'absence de double recensement. Or, vous savez qu'en famille monoparentale, nous sommes probablement une des communes qui a une partie de sa population qui relève de cette catégorie la plus importante. Et c'était un recenseur, il y a à peine une semaine ou 4 jours, qui me donnait cette chose. C'est oui, vous avez beaucoup de familles monoparentales à Val-de-Reuil, monsieur Jamet. Et les enfants, ils ne sont pas recensés dans les 2 villages ou les 2 villes où le père et la mère habitent. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc vous avez des gens qui sont souvent chez vous, les enfants, et qui parfois peuvent être inscrits ailleurs. Donc il y a des explications techniques. Il y a le fait qu'on est au cœur des déconstructions de l'ANRU. Il y a le fait que moi, je vois plus d'élèves, plus d'électeurs, plus de permis de construire. Donc, n'ayez pas cette espèce de discours géniard, pessimiste, rétrograde. On n'y arrivera jamais. C'est pas bon. L'ANRU, c'est pas bon. Les étrangers, je les aime pas. Les jardins, où ils sont? La dette, elle a grossi. Les habitants, ils sont plus là. Mais j'ai pas envie de vivre avec vous, quoi. Vous comprenez? Non, mais c'est vrai, c'est démoralisant. Je sais pas, dites vive Marine Le Pen, ça va plus vite. Mais en plus, elle a changé, elle a fait un très bon clip au Louvre, elle était très bonne. Je me suis dit, tiens, ça va être encore plus facile de voter contre elle parce qu'elle est très bonne, on sait précisément pourquoi on ne va pas voter pour elle. Parce qu'avant, on savait confusément, comme elle. Et là, on sait précisément. Voilà, oui, elle a fait des progrès.
puis peut-être qu'il y a peut-être une baisse des habitants à Val-de-Reuil, mais il y a aussi une baisse des habitants du Front National. Bon, allez, voilà. En tout cas, moi, je ne peux pas vous laisser dire du mal de la ville. C'est tout ce que je voulais dire. La ville, il faut l'aimer. Donc, concernant la dépopulation, vous contestez ce que... Dans les yeux, je le conteste. Pardon. Vous contestez la Cour des comptes. Oui, alors là, attendez, j'en reviens. Bah oui, la Cour des comptes. Depuis quand ils sont démographes? Non, mais attendez, je les connais. Pas comme si je les avais faits, mais presque. Non, je conteste, oui. Ça, me dites pas la Cour des comptes comme ça. Pour la Cour des comptes, oui, mais c'est pas la Cour des bébés. Oui, prenez pas l'air triste, vous avez des potes à la Cour des comptes. Non, je suis pas triste. Non. Ça a l'air de vous... Non, mais là encore, ça a l'air de vous plonger dans une tristesse totale. Ah, non. Vous me demandez si je fais confiance à la Cour des comptes, je vous dis non. Et soudain, vous avez l'air triste. Non. Ils sont encore plus tristes que vous, parfois. C'est pour ça que je les ai quittés. Bon, vous avez d'autres questions? Pas du tout, non. Mais enfin, je dirais juste sur un plan global que vous avez fait quand même. Il y a eu 600 millions d'englobés depuis que vous êtes là. 600 millions d'enrobés 600 millions, je dirais, de financement. Et moi, je connais beaucoup de villes qui voudraient avoir ce financement et avoir ce résultat aussi peu glorieux. Je ne peux pas être maire de toutes. Voilà. Je ne peux pas être maire de toutes. Il faut aller chercher les 600 millions. Il faut se lever tôt le matin et finir tard le soir, c'est tout. Il n'y a pas d'autre recette. Ça prononce pour les fusions de communes. Oui. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est... Moi, je trouve que votre pull est patriotique. Et ça me réjouit. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon de m'être emporté. Et je dis toujours que vous êtes courageux parce que vous êtes tout seul. Ce qui n'est pas évident. Pas non plus d'excuses pour dire des bêtises. Madame Deslandes, sur le CCAS, c'est l'ONU, votre CCAS. C'est un petit peu pour ça. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'avais le micro, mais bon, je souhaitais quand même faire part à monsieur Thierry que le budget du CCAS est très, très maîtrisé. Alors peut-être qu'il a augmenté, effectivement, mais ce sont des besoins réels, notamment par rapport à la pandémie, ça c'est une chose. C'est pas de notre fait, mais on arrive à maîtriser le budget du CCAS. Il n'y a pas d'augmentation, comme vous le dites. Ce sont des actions supplémentaires et je crois qu'il faut s'en féliciter. C'est au service non seulement des personnes peut-être étrangères et ils sont tout à fait bien accueillis ici, mais également au service des personnes qui sont porteuses de handicap et également des personnes des seniors que nous avons dans la ville aussi. Étrangers porteurs de handicap. Moi, je dirais, Madame Deslandes, qu'on correspond avec Sonia Rossignol 2-3 fois par jour. Et je peux vous dire qu'alors là, pour le coup, je parlais de tristesse, 2-3 fois par jour, on a des situations. Là encore hier, quand cette famille qui était logée à l'hôtel au Rond-Point des Clouets depuis 1 mois et demi, c'est vos services qui ont réussi à trouver à cette famille un logement. Le monsieur, 30 secondes après, il écrit un truc où il était au bord des larmes tellement il était heureux, que ça changeait sa vie. Des gens qui ont des difficultés vraies, des gens qui vivent avec des personnes qui sont malades et qui ont besoin d'argent. Enfin, vous m'avez envoyé hier, si je me rappelle bien, on a regardé ensemble la liste des secours. Enfin, ça sert le CCAS, je vous assure. C'est pas là pour... Et moi, je dis toujours, et je le dis à Madame Deslandes, à chaque fois, je ne veux pas voir des noms que je connais, je ne veux pas voir des gens qu'on connaît de trop près, etc. Alors, parfois, elle me dit, oui, mais vous êtes bien injuste, parce que c'est peut-être des gens que vous connaissez, mais c'est des gens qu'on a besoin. Alors, à ce moment-là, on fait autre chose. Mais voilà, je vous assure que c'est vraiment jugé au trébuchet. Peut-être, Monsieur Coquelet, il y a un vote, je crois. Ah oui, oui, tout à fait, si nous en sommes là. Bien, écoutez, quels sont ceux d'entre vous qui votent contre? Y en a-t-il qui s'abstiennent? Je n'en vois pas. Bien, je vous remercie. Et on aborde maintenant la partie affriolante du budget, oui, c'est-à-dire APCP. La plus sympa. On va essayer de le faire sans trop de douleur. Je vous rappelle que pour ce qui est de gérer nos investissements, nous avons opté depuis quelques années pour la technique des autorisations de programme. Autorisation de programme, je veux construire le groupe scolaire Victor Hugo, ça va coûter 10 millions d'euros, mais ça ne va pas pouvoir se réaliser en une seule année puisqu'on vise la rentrée 2023. Donc, de toute évidence, nous libérerons les crédits nécessaires à ces travaux sur la même durée. Donc là, on a une autorisation de programme et des crédits de paiement qui vont s'étaler sur 2 ou 3 exercices. Voilà, je crois qu'on ne peut pas l'expliquer beaucoup plus simplement.
Maintenant, il se trouve que quand nous avons arrêté, à un moment donné, des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants, les choses ont évolué et certaines opérations sont arrivées à leur terme. Donc il y a une première délibération qui concerne la clôture d'un certain nombre d'autorisations de programme. C'est notamment le cas pour certains projets d'équipement sportif. Je n'ai pas nécessairement tout le détail, hein. C'est plutôt, voilà, équipement technique, ça ne veut pas dire grand-chose. Les travaux à l'école Coluche, là en revanche c'est plus net, hein, donc on peut prononcer la clôture. Les aménagements qualitatifs du BHNS également, et le parvis par exemple de la crèche des Pivolets dont nous avions souvent parlé. Donc un ensemble d'autorisations de programme et de crédits correspondants qu'il nous faut clôturer pour un montant total d'AP de 2 642 840 €. Il y a les recettes correspondantes, bien évidemment. Et la seconde, bon, on les votera l'une après l'autre tout ensemble. La seconde opération qui concerne le même type de dispositif comptable, en quelque sorte, ou gestionnaire, cette fois, c'est que si certaines opérations arrivent à leur terme et qu'on peut clôturer, d'autres opérations nécessitent des mises à jour. Parce que, voilà, tout simplement, certaines opérations se sont révélées, par exemple, moins coûteuses ou, à l'inverse, plus coûteuses ou plus complexes, et qu'il faut donc corriger les inscriptions qui ont été faites à ce titre-là. On parlait du BEA construction. Il s'agit de le mettre à jour. Vous en comprenez bien les raisons, puisqu'on en a parlé à 2 ou 3 reprises. Nous étions, j'y vois pas bien moi, 13 millions et quelques, et nous mettons à jour à hauteur de 10 250 000. Voilà le type d'opération que ça concerne. Donc, tout ça pour un montant, je n'ai pas le total, excusez-moi. Ah bon, c'est pas moi qui ai fait le total en tout cas. Voilà. Que puis-je vous dire? Oui, le montant total au terme de cette mise à jour, le volume global de nos autorisations de programme s'élèvera à 62 397 534 et en recettes, en dépenses et en recettes à pratiquement 24 millions. Donc, si on fait la différence, ça doit faire dans les 38 millions, c'est ça? J'ai pas dit de bêtises, ou pas trop, du moins. Donc, c'est pas un abîme. Moi, ça me plonge pas dans un abîme d'inquiétude, hein, quand on rapproche ça du volume global de nos investissements sur un exercice. Nous sommes tout à fait capables de tenir ces challenges-là, quoi. Voilà. Y a-t-il sur cet ensemble des questions, des commentaires? Est-ce que ce ne serait pas un peu technique? Oui, en général, c'est ce qui rassemble le plus. Bien entendu. Donc, ce que je vous propose, c'est de voter. On va voter l'une derrière l'autre, hein. Donc, concernant la première délibération qui vous est soumise et qui a trait à des clôtures d'autorisation de programme, y a-t-il parmi vous des gens qui votent contre? Je n'en vois pas. Qui s'abstiennent? Monsieur Thierry. Donc les autres, ils sont favorables. Eh bien, je vous remercie. La seconde délibération concerne les mises à jour. Donc, même motif, même punition. Y a-t-il des gens qui sont contre? Non. Qui s'abstiennent? Monsieur Thierry. Je vous remercie. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci, monsieur Coquelet. Une affaire rondement menée. Madame Duvalet, les projets spécifiques des écoles. Les projets spécifiques des écoles, effectivement. Donc la ville, elle accompagne les projets spécifiques des écoles. Alors ce sont des projets qui sont d'abord validés par l'inspection de l'éducation nationale sur les aspects pédagogiques et éducatifs. Et nous, on vient les aider financièrement avec un certain nombre de critères, bien sûr, de façon à ce qu'il y ait une équité et un équilibre sur l'ensemble des écoles.
Les écoles, elles participent sur ces budgets-là, elles participent à hauteur de 10% par le biais de la coopérative. Et puis, on a, alors pour que vous ayez une somme totale de 12 000 euros pour l'année de 2022 sur l'ensemble des écoles, en cofinancement. Et donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée de type d'activité, on a ce qu'on a vu, les projets Génération 2024 avec le développement du sport. On a vu Louise Michel dont on a parlé, mais il y a aussi les cerfs-volants, le puits-volé et Coluche qui ont fait des activités. On a des projets artistiques et culturels, aussi bien des élèves qui vont au Cirque d'Elbeuf théâtre, le Cirque Théâtre d'Elbeuf, une centaine d'élèves de l'école Louise Michel, au Théâtre de l'Arsenal bien évidemment, plus de 130 élèves, 200 de Léon Blum qui vont au cinéma Les Arcades, d'autres iront de l'école Jean Moulin aussi à l'Arsenal. Et pour finir, on a, puisqu'en fait on vient d'en parler aussi, d'Animania, on a des élèves, des enfants de l'école maternelle, notamment du Puy-Volé, qui vont à la rencontre des animaux, une centaine de jeunes enfants à Animania. Et puis d'autres choses qui sont liées à la découverte de l'alimentation, avec l'association Saveur et Savoir. Mais on a aussi quelque chose de tout à fait particulier, puisqu'on a une école qui a demandé à faire une découverte de séances de sophrologie, les toutes petites sections. Et donc, on a 13 enfants qui bénéficieront de ce type de séances et un grand partenariat avec la ludothèque aussi, qui bénéficieront à plus de 150 enfants. Voilà où va l'argent des projets spécifiques. Rendez l'argent, Madame Duvalet. Y a-t-il des questions? Inchi, il faudrait que vous preniez un micro, Inchi, que Madame Montmeilleur va vous donner, ou alors votre collègue Rachida Dordain. Oui, c'est bon. Ah, très bien. Oui, j'avais juste une petite question. Je voulais savoir, toutes les demandes des écoles, elles sont financées, du coup, j'imagine? Oui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une certaine équité. Donc, par exemple, une école qui demanderait à avoir 5 projets spécifiques, alors qu'en fait, si on veut que toutes les écoles puissent en avoir, on ne pourrait pas répondre aux 5, on leur demanderait de reporter à l'année suivante, ce qui peut éventuellement arriver. Mais en règle générale, ça se passe plutôt bien et ça rentre dans les budgets. Moi, je trouve à partir du moment où l'inspection a validé l'aspect pédagogique, nous, on abonde dans leurs demandes. Je demande que la caméra ne se détache plus de Madame Duvalet, parce qu'à l'image, son masque rose, son écharpe rose, c'est... Il faut mettre un petit peu de couleur dans ce monde de masqués. Une période politique. Voilà. Oui, c'est ça, le rose. Y a-t-il d'autres questions? Ça, c'est une connotation politique aussi. Oui, c'est 3,5%. Hein. Non. Alors, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Madame Duvalet. Je passe la parole à Madame de Boissy, qui va nous parler de l'atelier Canopée et qui a elle aussi un masque rose, mais plus social-démocrate, parce que plus pâle. Masque rose. Patrice. Oui, ça, c'est Olaf Scholz. Le réseau Canopée est un établissement public dépendant du ministère de l'Éducation nationale. Il met à disposition des ressources numériques et matérielles à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire. Il accompagne notamment dans l'appropriation des outils et environnements numériques, ainsi que dans l'éducation artistique et culturelle, mais aussi sur la thématique de l'inclusion scolaire. Actuellement, certains enseignants sur notre territoire sont adhérents à l'association et bénéficient de ces services de manière individuelle et ponctuelle. Mais la situation géographique du centre de ressources basé à Évreux freine les emprunts et échanges compte tenu de la nécessité de déplacement. La convention qui vous est présentée a pour but de faciliter et de développer l'accès aux ressources de l'association. Un abonnement collectif aux ressources et services pédagogiques est souscrit pour les 7 groupes scolaires et acteurs éducatifs de la ville. Une permanence se tiendra aussi une fois par mois à la médiathèque afin d'assurer les emprunts et retours des ressources. La cité éducative, label d'excellence que la ville vient d'obtenir, doit rassembler les acteurs éducatifs et valoriser la cohérence des projets et des actions. Cette convention de partenariat avec Canopée permettra à la communauté éducative, enseignants, animateurs, ATSEM, AESH, de travailler ensemble autour de ressources communes et favorisera le développement de projets communs. La ville bénéficiera par ailleurs également d'un outil de gestion documentaire appelé e-Boutek pour la bibliothèque des écoles maternelles et élémentaires.
La convention de partenariat est conclue pour une durée de 1 an, reconductible tacitement 2 années à compter du 1er mars 2022, pour un coût annuel estimé à 3 568 €. Y a-t-il des questions? Ne pas confondre canopée et canapé. Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec l'association Canopée de l'Eure et d'approuver le lancement de l'opération et la mise en place d'actions à partir du mois de mars 2022. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Merci Béatrice. Il y avait une... Pardon. Une abstention, excusez-moi. Une délibération qui est un avenant à la convention de renouvellement urbain. Vous vous souvenez que sur ce renouvellement urbain dont on a parlé tout à l'heure, on avait signé avec son président et avec un certain nombre d'autorités, le président de l'ANRU, un certain nombre d'autorités, le 15 octobre 2019, cette convention qui engageait 140 millions d'investissements sur la ville. Les objectifs étaient les suivants. 306 logements vétustes ou inadaptés devaient être démolis. Ils sont vides maintenant. Dominique Legault vous l'a dit. Il y avait 3 personnes par logement en moyenne. On s'étonnera d'une certaine façon que nous ayons encore près de 14 000 habitants lorsque nous allons faire partir 1000 ou que nous avons détruit 1000 places de logement comme nous l'avions déjà fait dans le 2e en rue où il avait fallu détruire un certain nombre de logements. 306 logements à 3 personnes par logement, ça fait 1000 personnes ou à peu près qu'il a fallu soit reloger, soit voir partir. La réhabilitation de 1400 logements mal construits, ce qui n'est pas rien. La modernisation des équipements publics par la construction du nouveau complexe Théo Lagrange et du groupe scolaire Victor Hugo. L'apaisement des liaisons urbaines avec la rénovation et la végétalisation de la dalle, ce qu'on a appelé les délaissés de l'ANRU. L'aménagement de la promenade des Tilleuls, grande voie nord-sud piétonne et la réfection des voiries structurantes de la ville qui vont être mis à la mode voie cyclable. Et l'installation d'une passerelle piétonne au-dessus de l'Eure pour lequel les 3 candidats ont été retenus dans un jury la semaine dernière, une passerelle en fer et 2 en bois, si je me rappelle bien, fait par les maîtres des passerelles, et favoriser la mixité sociale par de nouvelles constructions. Ça, c'était le programme. Sur ce programme-là, on a fait des modifications. Ces modifications, elles sont essentiellement place aux jeunes, où au-dessus de la pharmacie Mannheim, l'ancienne, on continue de détruire les logements, mais nous ne détruisons plus les logements qui étaient, quand on va de la place aux jeunes à la mairie, à droite, que vous passez sous une voûte. Ensuite, il y a cet escalier en colimaçon où il y a très très longtemps, il y a eu à la fois le point d'accès au droit, puis avant même une permanence électorale. Eh bien, ces logements-là sont maintenus, ce qui fait que sur la place aux jeunes, au lieu de détruire 30 logements, on en détruit 8. Donc, c'est la première modification. Comme on détruit que 8 logements au lieu de 30, le nombre de logements à rénover sur la place aux jeunes augmente. Il passe de 63 à 85. C'est les 22 que l'on n'a pas détruits dans ce que je vous ai dit juste avant. Et puis, il y a 2 autres modifications. L'IBS veut améliorer la réfection des anciennes cases commerciales sur la dalle pour les donner à des associations. Mais bon, on ne peut être qu'heureux que ça aille un peu plus loin. Et puis, il y a un transfert de maîtrise d'ouvrage de l'opération d'aménagement des voiries du quartier du Mail vers la ville. Et on peut en être content puisqu'on pense qu'on fait plutôt ça bien et que nous allons le faire avec Normandie Axe Seine comme maîtrise d'ouvrage déléguée et Alep comme maître d'œuvre. Alep, c'est le paysagiste que vous connaissez qui fait le Jardin des Animaux Fantastiques, le parc central de Val-de-Reuil. Normandie Axe Seine, c'est une SEM dont on partage l'utilisation avec Monsieur Lecornu. Monsieur Lecornu-Ouzillot et le conseil municipal de Val-de-Reuil sont les 2 principaux utilisateurs de Normandie Axe Seine. Et de temps en temps, Monsieur Ouzillot et moi, on houspille les gens de droite qui ne se servent pas de Normandie Axe Seine et vont chercher d'autres maîtrises d'ouvrage déléguées, comme quoi il peut y avoir parfois des collaborations. Voilà ce que l'on fait. Donc, on passe place aux jeunes de 30 logements détruits à 8. Fatalement, ceux qui sont rénovés de 63 à 85, des travaux plus grands sur les cases commerciales de la rue Grande, singulièrement l'ancienne laverie et l'ancien fleuriste, et puis le transfert vers la ville de la maîtrise d'ouvrage des voiries du quartier du Mail. Voilà ce que je vous demande d'accepter. Est-ce qu'il y a sur cet avenant des questions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Dominique Legault nous parle du plan de sécurisation des voiries.
avec la communauté d'agglomération Seine-Nord. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a une hausse du trafic routier corrélée à l'augmentation de la population rolivageoise et la diversité des modes de déplacement alternatifs ont entraîné la progression de l'insécurité routière. Donc en 2019, 20 dispositifs de sécurisation ont été déployés sur les grands axes de circulation ainsi qu'aux abords des écoles. Vous avez des images qui vous montrent les différents points qu'il y a eu au niveau des dos d'âne et des panneaux, ce qu'on appelle des radars pédagogiques qu'on a mis aux abords des écoles. Donc nous avons mis des ralentisseurs, des coussins berlinois, des radars pédagogiques comme on vous le montre. Cela a été aussi l'occasion à chaque fois que ça a été nécessaire de remettre les passages piétons aux normes PMR. Pour accompagner ces dispositifs, le ralentissement, une deuxième phase de travaux a eu lieu en 2020 et a consisté à la mise en place de panneaux de signalisation dynamique à LED. Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de bien vouloir approuver le principe de la convention de financement d'attribution d'un fonds de concours pour un coût total de 29 955 € hors taxes, avec une participation de la ville de 50% des montants hors taxes. Alors, sur cette base, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention que vous avez au dos de cette délibération. Merci Dominique. Questions peut-être? Bon, y a-t-il des questions? Bon, on passe au vote. Alors, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Eh bien, tu as remporté l'unanimité. Ah, pardon. Non, M. Thierry a voté contre. Pardon, excusez-moi. Il vote contre la sécurité. Bizarre. Bon. Je vous remercie. Stéphanie Rousselin, une station de recharge, on en a tous besoin. Comme ça a été brièvement évoqué tout à l'heure, la loi climat et les exigences à atteindre en termes de neutralité carbone nous amènent à réfléchir à d'autres modes de déplacement et d'autres moyens de déplacement. Le développement des véhicules électriques est un de ces moyens, et est un moyen d'y parvenir. Seulement, cela nécessite de développer des offres de recharge. Sur la ville de Val-de-Reuil, nous avons actuellement 3 bornes qui ont été installées par le siège et 3 qui seront à venir. Et il y a aussi quelques initiatives privées sur la ville, notamment l'espace de coworking Avenue des Falaises qui a installé sa propre borne de recharge. L'objet de la délibération ici, c'est d'installer une nouvelle station de recharge par la société Ionity. Alors la société Ionity, c'est une société qui a été créée en 2017 conjointement par plusieurs constructeurs. Vous voyez ici les photos de ce que ça pourrait donner. La volonté de Ionity, c'est de déployer des stations à recharge rapide le long des axes autoroutiers, notamment ici au niveau de l'A13. Elle souhaite, pour faire cela, elle souhaite acquérir le terrain qui se situe entre le comptoir du Malte et le bureau. Et quelques précisions pour cet achat. Ce serait la plus grande station de recharge, une station de 20 bornes. Et il y a également été fait très attention à l'insertion paysagère de cette station de recharge dans cette zone, notamment au niveau de la protection, ce que vous pouvez voir brièvement ici, le claustrat qui est mis derrière tout l'équipement technique. Il y aura aussi également une attention particulière qui sera apportée à la plantation des arbres et au bassin de rétention des eaux pluviales. Alors, cette acquisition, elle va se faire en 2 phases puisque c'est un terrain qui appartient à l'EPFN. L'EPFN ne peut vendre qu'aux collectivités, donc l'EPFN va vendre à la collectivité, qui la collectivité va vendre à Ionity. Vous verrez quand je vais vous donner les montants, il y a un petit delta en fait qui correspond aux frais de gestion de cette vente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Non. Alors, il va donc vous être demandé d'approuver le rachat à l'EPF Normandie des parcelles concernées pour une surface de 8 077 € pour un coût de 30 038,38 € et d'approuver d'un autre côté la vente à la société Ionity d'une emprise, sur ce même terrain, sur la parcelle VO 265 pour un coût de 37 650 € et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes administratifs d'achat et de vente des terrains. Y a-t-il des oppositions?
Moi, je veux juste te dire que... Des questions. Enfin, c'est pas une question, c'est une suggestion. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des dalles alvéolées avec de l'herbe pour éviter l'artificialisation des sols? Pour le zéro artificialisation nette, vous voulez parler. Alors, je ne sais pas si ça sera fait au niveau des dalles alvéolaires. Je ne sais pas si on en est à ce point-là de la définition de ce qui a été fait dans l'aménagement paysager. Je pense que de toute façon, maintenant, c'est une des obligations. C'est ce qui est fait sur la mise en place des parkings. Hein. Oui, c'est ce qui s'est fait, par exemple, au parking d'Animalia. Tout à fait. Non, il me dit que non. Je vois M. Aurière qui me dit que ce n'est pas prévu, c'est ça? Là, c'est... M. Aurière, approchez-vous de la... Les circulations sont en enrobé, les places de parking sont en evergreen. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Donc, Donc ça sera fait. D'accord. Très bien. Bah, ouais, vous avez été devancé parce que c'était ce qu'avait fait M. Aurière. C'est ça que je comprends. J'ajouterais que c'est un bon coup pour pour les hôtels et les restaurants. C'est-à-dire qu'entre Paris et Deauville, localité vers laquelle vont un certain nombre de gens le samedi, dimanche, et qui ont, ces gens-là, souvent des voitures électriques ou hybrides, généralement de forte capacité, ça va les faire s'arrêter ici. Le temps qu'ils se rechargent, c'est une invitation à aller au comptoir du Malte, chez Burger King, chez Pizza dell'Arte, au bureau, chez Bertrand, c'est comme ça que ça s'appelle, le restaurant de l'Ibis, je sais plus. Voilà. Et donc, pas oublier l'Auberge 27, si je me rappelle bien. Hein, la Brasserie 27, et pas non plus le Courte Paille, ni China Asie, Griazi. Il ne faut plus que j'en oublie un seul maintenant que j'ai commencé. Voilà. À qui ça va évidemment apporter des clients. Et je crois qu'ils en sont contents. Ça. C'est plutôt un bon coup. Et McDonald's, à côté de Burger King, vous avez raison, sans parler du fait qu'on peut acheter des chocolats au zoo, dormir au Kyriade, au Best Hotel, je m'enferme au Mercure. Voilà, pour faire une sieste. Très bien. Merci en tout cas Stéphanie. Pardon, vous passez aux voix? Je l'avais proposé. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Voilà, il s'agit d'acheter un terrain sur la chaussée d'Etterode. Il faudrait... alors, je ne sais pas si on arrive à... On passe à une petite... photo, je crois, là, voilà. Vous avez différents terrains sur lesquels il y a en ce moment des opérations. Là, il s'agit tout en haut de la chaussée de Ritterode, à la limite du rond-point qui fait la jonction avec la voie de Lorée, d'y construire sur ce terrain des maisons en conteneurs recyclés. Alors, j'avais demandé s'il pouvait y avoir des photos de ces conteneurs recyclés qu'on avait pris, mais je ne crois pas qu'on en a si. Ça serait merveilleux. Là, ce n'est pas des conteneurs recyclés, c'est des conseils municipaux en bon état de marche, là, que je vois. Donc, il y en a ou pas? Il y en a. Donc, c'est des photos qui avaient été prises avec Charlie Roy à Rennes. Voilà ces maisons qui sont... On en a fait plusieurs à l'intérieur. Alors, vous remarquerez qu'elles ont de l'evergreen devant. Celles-là, c'était pas les mieux parce qu'elles étaient trop alignées, mais elles n'étaient pas inintéressantes. Celles-là, c'était les mieux et c'est celles qu'on a demandé. C'est-à-dire, on laisse l'architecte donner libre cours à son talent. Il en fait dans tous les sens. C'est des maisons plutôt un peu chères, hein, pour certaines d'entre elles. Donc, à partir de conteneurs recyclés, ça rentre dans une idée de recyclage, je sais pas qu'on puisse dire. Elles sont, du coup, parfaitement isolées, phoniquement et thermiquement. C'est des choses assez intéressantes. On en a vu de manière un peu dure. Les gens qui font ça nous ont fait rentrer chez des gens qui étaient volontaires. C'est un jour où il pleuvait, comme c'est pas possible, comme vache qui pisse, notamment cette maison-là. Et on est rentré avec nos semelles pleines de boue chez un monsieur qui était un décorateur et qui avait fait un truc exceptionnel dans cette maison, dont les planchers sont en bois, il y a des escaliers à l'intérieur. C'était vraiment très agréable. Voilà, il s'agirait d'en mettre quelques-unes. Alors, où très exactement? À l'arrière du squash, sur la partie haute de la voie de Lorée, de la chaussée de Ritterode, entre la voie de Lorée et la chaussée de Ritterode. Voilà, c'est ça l'idée. Pour ça, ces gens-là demandent qu'on leur vende le terrain. La somme, c'est 4,5 € le mètre carré, ce qui n'est pas beaucoup. Pardon? Ah, c'est ce qu'on a... Oui, on peut enlever, on peut dire des conneries de temps en temps, monsieur Coquelet. Donc j'ai dit une énorme bêtise. C'est un terrain qu'on achète très cher, à 4,5 € le mètre carré, et qu'on vendra peut-être un petit peu plus cher que 4,5 € le mètre carré. Donc voilà, on l'achète 221 000, mais on pourrait le vendre au prix... voilà, donc il faut que vous nous en donniez l'autorisation. On l'achète à l'EPFN, j'imagine.
Voilà, pardon, j'ai dit une bêtise assez énorme que j'aurais pas dû dire. Donc, mais ça arrive. On n'a rien entendu. Oui, c'est ça. Voilà. Qui a des questions à poser? Je n'en vois pas. Qui s'opposerait? S'abstiendrait? Je vois personne. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Honnêtement, ce sont de belles choses. L'idée, c'est toujours cette idée d'attirer les 13 000 emplois qualifiés maintenant qu'il y a sur la ville, puisqu'on va avoir bientôt plus d'emplois que d'habitants sur la ville, nous retrouvant de cette façon dans la situation de Vironvais. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de communes dans l'agglomération qui ont plus d'emplois qu'elles n'ont d'habitants. Mais Vironvais, ça se passe plutôt à 400-500, si je me rappelle bien. Hein? À peine. Voilà. Développement urbain, Jacques Le Cerf, la toponymie. Est-ce que tu t'es entendu avec Catherine Bataille? Oui. On s'entend toujours avec Catherine Bataille, Oui, normalement. oui, absolument. Enfin, j'espère. Donc vous connaissez tous la société Amex qui, depuis 5 ans, travaille avec la ville en partenariat pour la construction d'habitations. Il y en a eu donc plusieurs au fil des années, rue des Troubadours, rue Courtine, le Clos Guillaume. Plus proche de nous, la voie d'Agobert, il y a eu 26 logements avec 3 maisons qui sont des maisons Comépos. Comépos, ce sont des maisons connectées qui préfigurent certainement la maison de demain, mais ce n'est pas forcément le propos pour aujourd'hui. Amex va construire donc 25 logements chaussée du Parc en limite de Léry. Ces maisons seront desservies par une voirie et il est nécessaire de la nommer. La commission toponymie dirigée par Monsieur le maire s'est réunie et a validé comme nom de rue la rue des Équidés pour cette opération Amex. Il vous est demandé donc d'approuver la proposition de la commission toponymie pour la dénomination de cette nouvelle rue. Y aurait-il des questions? Moi, je fais un petit topo. Juste, je crois que Catherine a été feuilleter le livre de Papavoine, si je me rappelle bien, Henri-Marc Papavoine, et que par ailleurs, sur les recherches de Charlie Roy, le Raquet est un lieu de pâture pour les chevaux. Il y a une autre explication qu'avait trouvée Madame Bataille, qui était un lieu où l'herbe est rasée parce que les chevaux ont déjà mangé ou un truc dans ce genre-là, je ne sais plus exactement. Donc, voilà, c'est la pâture, c'est avant qu'ils mangent, et puis le raquet, c'est après qu'ils aient mangé. Ça, c'est point numéro 1. Et 2, je crois que il y a, alors, je continue de l'appeler Christian Paul, mais c'est pas Christian Paul, de les écuries de Christian Philippe. Christian Philippe, voilà. Christian Paul, frondeur ayant rejoint Madame Taubira, me bloque Christian Philippe. Voilà, donc je voulais juste donner ces explications-là à la suite d'un échange avec Madame Bataille à un moment. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. C'est parti. Il y aura un grand moment où il faudra que le quartier en face, où Altaria Cogedim est en train de regarder pas mal de choses, il faudra trouver un ensemble de rues, pour le coup, à cet endroit-là. Je souhaiterais apporter une information qui a peut-être été un peu oubliée. Depuis le début dans la ville, je parle de numérologie, c'est-à-dire des numéros. Les numéros sont organisés un peu comme à Paris, c'est-à-dire que dans un sens, c'est depuis le fleuve vers l'extérieur, donc on aille vers l'est ou vers l'ouest, et dans le nord-sud, la numérotation va dans le sens de l'écoulement de l'heure. Donc c'est à ne pas perdre et à garder en mémoire pour que quand on donne des numéros, on reste dans la même organisation. Monsieur Tristan et Monsieur Aurière boivent vos paroles, Monsieur Le Cerf. Donc, on organise les numéros depuis l'heure. C'est-à-dire le plus petit est à l'heure. Absolument. Par exemple, l'immeuble qui était l'immeuble de bureau qui se trouvait à côté de l'ESIPA. Le 100 rue Grande. Porte 100 rue Grande. Parce qu'au départ, il avait été estimé que depuis l'heure, il y aura environ une centaine de numéros. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on est 70 rue Grande à la mairie. Absolument. Très bien, merci. On a fait voter, Jacques? C'est fait, oui, oui. Très bien, parfait. Monsieur Gressant va nous parler de la convention de groupement de commandes relative à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Oui,
Donc, c'est un projet de délibération concernant une convention de groupement de commandes relative à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, appelé par abréviation le DUERP. C'est un registre des risques professionnels encourus par les travailleurs ainsi que des actions de prévention et de protection qui en découlent. Sa formalisation est obligatoire dans toutes les entreprises ou collectivités dès l'embauche du premier agent. Par délibération du 11 octobre 2017, le conseil municipal avait approuvé l'adhésion au groupement de commandes portant sur l'assistance à la réalisation de ce document par le centre de gestion de l'Eure. La réglementation impose une mise à jour annuelle. En 2020, le nouveau risque sanitaire lié au Covid-19 a donc été naturellement intégré. Le centre de gestion de l'Eure propose d'adhérer à un nouveau groupement de commandes. Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer en faveur de la participation au groupement de commandes à intervenir. Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention et l'avenant. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Qui est contre? Merci. Merci, monsieur Gressan. On arrive à la dernière délibération qui me permet de saluer Madame Guibert, Maria, qui nous a bien aidés, mais qui est rentrée là chez elle. Mais j'espère que Agnès, Alal et Pierre-Antoine lui diront. Donc nous saluons Maria Guibert, qui a été évidemment fondamentale dans la complicité qu'elle peut avoir avec monsieur Coquelet, je crois, et qui rend les choses plus agréables pour le travail. C'est d'ailleurs, je pense, cette complicité ou ce caractère agréable du travail qui caractérise autour de vous, monsieur Tristan, l'équipe des fonctionnaires. Enfin, je trouve qu'on a quand même un environnement très agréable de travail à Val-de-Reuil, grâce à la compétence et à la courtoisie et à la très grande gentillesse des fonctionnaires qui composent les effectifs de la ville de Val-de-Reuil. Pas toujours été le cas toujours, et donc là, ça l'est, autant le dire. Donc, saluer Madame Guibert et saluer Madame Tafani, qui poursuit de sa vindicte administrative le Premier ministre, car c'est elle qui est à la manœuvre pour faire sauter l'arrêté qu'il a pris d'utilité publique sur le contournement Est. Je salue également ceux qui sont là. J'avais dit un mot sur les policiers municipaux. Un mot classique qui est le tableau des effectifs, pour vous dire simplement qu'un adjoint d'animation principal de première classe va être remplacé par un adjoint administratif principal de deuxième classe en CDD pour 3 ans, et que je vous demande d'en être d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Eh bien, écoutez, je vais passer au vote. Qui s'abstiendrait? Personne. Qui serait contre? Personne. Je vous remercie. Vous dire, en demandant votre attention quelques secondes, que nous avons eu 2 nouvelles qui étaient tristes. Un certain nombre d'entre vous, et avec raison, et il faut rendre hommage à votre humanité, à votre générosité, c'était inquiété d'un garçon qui s'appelait Jean-Claude Quérol, qui était un agent qui avait travaillé au service technique pendant quelques temps, et pas mal de temps, qui était assez jeune, il avait 58 ans, et qui souffrait d'une longue maladie, comme on dit. Il avait été vu par plusieurs de nos agents qui avaient été le voir à Louviers. Il est décédé ce week-end, il était rentré chez lui. Comme toujours dans ces cas-là, on nous avait annoncé plutôt une amélioration. Et Jean-Claude Quérol est rentré chez lui pour y décéder. Vous dire simplement qu'il y a eu un mouvement de sympathie, évidemment, et d'émotion autour de lui au cours des derniers jours, et que nous nous tournons vers sa fille pour lui dire que nous pensons à elle, qui s'est occupée de son papa. Et puis, un jeune homme qui est un homme jeune maintenant, qui a travaillé dans la ville beaucoup, qui travaille encore avec elle sous un statut différent, je crois, plus de prestataire aujourd'hui qu'il n'est fonctionnaire. C'est David Bartan, qui avait autrefois, et les choses sont changées, connu des épisodes durs, a perdu son papa aujourd'hui, qui est décédé du Covid, et comme beaucoup de gens ici aiment beaucoup David Bartan, et ce qui peut être fait à travers Val Mixité et d'autres associations, lui dire que nous pensons à lui, parce que David Bartan est une figure de la ville et quelqu'un auquel on pense, et quand on pense à lui, on pense avec sympathie. Évidemment, quand il est dans la peine, on pense avec lui à sa peine beaucoup, en lui disant qu'on est là pour l'aider s'il a besoin de nous.
Voilà ce que je voulais vous dire. Nous nous retrouverons le 7 mars dans l'espoir... Pardon, Monsieur Thierry, excusez-moi. Non, je voulais savoir si je pouvais poser la question à Monsieur Avolé concernant le parking de Siloge, que je n'ai toujours pas de réponse. Alors, je crois me souvenir qu'on a un règlement, et j'ai dit moi-même qu'on le votait pour ne pas s'en servir, qui doit dire que les questions doivent être déposées avec un délai de 48 heures sur le bureau du conseil municipal, mais je me tourne vers Monsieur Avolé, qui avait l'air pas tout à fait déstabilisé par votre question. Non, pas du tout. Bon, non, mais, donc la question précise, c'est quoi, Monsieur Thierry, pour les collègues, qu'on n'est pas tous au courant? C'est tout simplement les places de parking des handicapés qui ont été prises et subtilisées pour le kiné. Toujours les grands mots, subtilisés. Alors, Engie a rencontré cette semaine les kinés qui vont également installer des sages-femmes. Engie Altuntas a rencontré les kinés de l'immeuble Montveto. Tout à fait. Et donc les sages-femmes qui vont s'installer au croisement de la voie blanche et de la route, et de la route des falaises. Voilà. Et donc je prends contact cette semaine avec ces gens-là pour voir exactement ce qu'il en est au niveau de l'achat des places de parking, et je vous donnerai à ce moment-là la réponse. Enfin, il est clair que s'il y a des places de parking qui étaient réservées à des personnes handicapées et qu'elles ont disparu, c'est pas normal. Peut-être qu'elles ont été achetées quand il a acheté. Bon, en tout cas, tout ça, ramener tel que on vous connaît, Monsieur Avolé, la loi, l'ordre et la justice. Et la sécurité. Et la sécurité, vous laisserez ça à Monsieur Boutier, votre glorieux successeur. Mais la loi, l'ordre et la justice, en tout cas, oui. Voilà. Et vous en direz peut-être un mot au conseil municipal du 7 mars à Monsieur Thierry en ouverture de conseil municipal, de telle manière qu'il ait une réponse à la question qu'il pose, qui est une question, mais on n'en dira pas plus, de proximité, je pense. Tout à fait. Voilà. On félicitera Madame Jégu pour le remarquable magazine municipal qui est la sortie, qui est une mine d'informations, donc une manière d'annoncer qu'il est sorti, lui dire qu'au-delà de 120 pages, le journal municipal ne sera pas lu, peut-être, donc, mais que là, il était remarquable de précision et de qualité, comme toujours. Un vrai plaisir de le lire grâce à elle. Merci, Madame Jégu. Au revoir, au 7 mars. Et puis, bonne soirée à tous ceux qui nous écoutaient. Merci. Pensez à signer le procès-verbal et le budget.